Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue pour continuer à explorer nos lettres de cheminée sur la voie. Alors aujourd'hui, c'est les lettres de la 14e étape, qui est en deux parties. Et les deux lettres sont en fait sur mon expérience à l'université sportive de Pékin, où j'ai rencontré entre autres donc François Henry, qui gentiment en fait héberge nos lettres. C'est lui qui édite les lettres et c'est lui qui a lancé l'initiative que je les écrive. Donc ça, c'était notre groupe à l'université sportive de Pékin. Et la thématique qu'on va aborder un peu, c'est les différences, on va dire, entre les approches plus traditionnelles et plus modernes, hein, des arts martiaux chinois, des arts internes de manière générale aussi. Parce que ça pose vraiment des questions importantes et c'est vraiment important de comprendre en quoi il y a une différence. Et la différence n'est pas forcément qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus vieux qu'autre chose. C'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'intention. Et des traditions, une tradition vivante peut aussi se transformer tout en restant traditionnelle. Mais quand elle rentre dans un cadre de, on va dire, pratique sportive moderne, elle devient tout d'un coup autre chose. Même si ça peut ressembler de l'extérieur, même si ça peut avoir le même nom, même si ça peut se référer au même livre, etc. Mais toute l'optique en fait de travail est différente. Donc c'est ça que j'aimerais un tout petit peu partager donc aujourd'hui avec vous. Donc je vais à nouveau un tout petit peu parler avant de qu'on va discuter. Et d'abord, donc vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de ma toute première année en Chine, donc à la Northern China Shaolin Martial Arts Academy. Donc je m'étais surtout initié au Baji Chuan et au Taiji Chuan, qui étaient mes deux pratiques les plus importantes, avec Long Shefu. Et donc je vous avais dit que il parlait pas beaucoup. Hein, il y avait beaucoup de pratiques, il fallait beaucoup tenir les postures, il y avait beaucoup de travail qui pouvait donner l'impression de perdre du temps. Hein. Chaque jour, on passait des heures et des heures en fait à se regarder, respirer tout lentement ou en tenant les postures, etc. Et voilà, pourquoi hein, pourquoi est-ce qu'on faisait tout ça? Et donc Shefu ne nous expliquait pas forcément 10 000 choses. Hein, donc c'était assez... voilà, je te montre, et puis après, à toi de pratiquer, et finalement de ressentir, de goûter, puis de voir où ça mène. Et pendant mon séjour à la Northern China Shaolin Martial Arts Academy, il y a un étudiant de l'université sportive de Pékin qui est venu pour quelques jours. Et c'est quelque chose qui m'a énormément interpellé. C'était plutôt vers la fin de mon séjour. Et c'était un étudiant, je ne me rappelle plus maintenant, mais qui avait fait un master ou alors même un doctorat en Taiji Chuan à l'université sportive de Pékin. L'université sportive de Pékin, c'est vraiment, je dirais, c'est la Mecque hein, pour le wushu sportif. Et donc dans le système chinois, donc vous pouvez vraiment faire un master, on peut faire une thèse en tai chi par exemple, ou en arts martiaux, en qigong aussi. Donc ça c'était un étudiant qui avait fait ça. Et donc il y a le côté théorique, mais il y a le côté pratique. Donc c'est une université sportive, donc forcément ils s'entraînent. Il y a les grands compétiteurs aussi qui vont après dans les grandes compétitions, qui gagnent les compétitions. Donc c'est autant théorique que du pratique. Et pendant son séjour, donc normalement quand on arrivait, chacun montrait, chaque nouveau arrivant montrait un peu ce qu'il pratiquait. Donc moi par exemple quand j'étais arrivé tout au départ, j'avais fait en fait mes formes de karaté. Et oui, donc j'ai vu que c'est un tout petit peu parti. Donc si ça part un tout petit peu, je vais essayer à chaque fois de rattraper après. Voilà, et en sachant que de toute manière, voilà, c'est filmé, hein, donc les parties qui manqueront, pour regarder après. Oui, la connexion n'est pas très bonne, malheureusement, aujourd'hui.
Et donc, par exemple, moi, quand j'étais arrivé à l'académie, au départ, j'avais fait un peu les katas de karaté. Puis tout le monde, les maîtres et puis les autres étudiants regardaient. Comme ça, on voyait un peu ce qu'avait pratiqué en fait la personne qui arrivait avant de la diriger vers son groupe. Et donc, cette personne-là, pareil, donc il était arrivé, donc il a montré donc, sa forme de tai chi. Et donc, d'une part, j'étais vraiment impressionné parce que c'était net, enfin c'était précis, enfin on voyait vraiment que chaque mouvement était, on va dire, à sa place, hein. C'était très comme du patinage artistique, hein. Vraiment, vous voyez la précision dans les gestes, enfin c'était vraiment net, enfin vraiment, voilà. Donc j'étais non seulement impressionné, mais j'étais même un tout petit peu remis en question. Parce que Long Chefu ne nous avait jamais corrigé dans tant de détails. Hein, donc je me rendais bien compte que ma forme, elle était loin d'être aussi précise que la forme de cet étudiant de l'Université sportive de Pékin. Donc d'une part, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là pendant 1 an à l'académie ? Est-ce que j'ai bien travaillé ? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai ressenti des choses ? J'ai l'impression que j'ai avancé, mais voilà, il y a quand même un autre standard là que je viens de voir. Mais après, j'étais interpellé par une deuxième chose qui était opposée à la première et qui était de constater que ça circulait pas. Elle était creuse, la forme était creuse. C'était on va dire un beau balai, mais on n'avait pas l'impression que l'énergie circulait, voilà. On me dit, comment ça se fait ? C'est super beau, c'est super, voilà, mais ça semble pas circuler. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marqué. Et donc là-dessus, je me suis posé la question suivante, qui était de dire, mais qu'est-ce que j'ai vu là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Et quand je suis rentré en fait en Europe, donc j'ai repris mon travail de chercheur, donc sur un gros projet sur le droit à la gouvernance et le développement durable, donc dans une perspective interculturelle. Mais ce projet me laissait un peu de temps libre pour continuer à approfondir le fameux projet dont j'avais parlé la dernière fois, qui était celui de l'institutionnalisation et de la modernisation des systèmes de savoir traditionnels, que j'avais commencé à entreprendre un tout petit peu en Inde. Et en fait, en Inde, à l'époque, j'avais fait des interviews de docteurs dans le système de l'Ayurveda, qui est une des médecines traditionnelles indiennes, classiques, une des plus importantes. Et j'avais eu beaucoup de témoignages de Vedya, ça s'appelle comme ça, qui me disaient que de nos jours, en fait, pour pouvoir pratiquer, on était obligé de passer aussi par une formation universitaire. Mais il me disait, avec la formation universitaire, en fait, tu ne peux rien faire du tout. Tu as une théorie, mais ça ne marche pas. Donc en fait, si après tu veux vraiment pratiquer, tu es obligé aussi de compléter, de te trouver un maître qui peut t'enseigner en fait le système en tant que tel. Donc ça, c'était les questions qui m'avaient interpellé, sachant qu'en Inde, donc à l'époque, on est au début des années 2000, la grande majorité des soins de santé primaires de la population indienne, c'est les médecines traditionnelles qui leur apportaient ça. Le système de médecine moderne n'arrive pas à toucher en fait l'ensemble de la population. Enfin, même les 2/3, ils ne les touchent pas. Donc la question que j'avais commencé à aborder avec donc Darshan Shankar, donc mon ami qui a créé cette fondation pour la revitalisation des systèmes de santé traditionnels, Foundation for the Revitalization of Local Health Traditions, qui s'est maintenant complété avec un institut qui est IAIM, donc le Institute for Ayurveda and Integrative Medicine. Donc c'est un institut qui fait aussi maintenant font la recherche, ils font les soins, il y a un hôpital Ayurveda, et en même temps ils ont des masters et des doctorats dans le domaine aussi maintenant. Et donc c'est avec lui que j'avais commencé en fait à poser ces questions, et donc avec la question aussi de se dire, donc d'une part, le système moderne, la manière dont c'est enseigné, ça semble faire que ça marche plus, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer alors dans le futur ? Est-ce qu'on va avoir uniquement un Ayurveda, entre guillemets, qui
qui aura perdu de son efficacité par sa transformation en fait en système, en l'ayant casé dans le système moderne. Donc ça, c'était les préoccupations. Et donc là, quand j'ai vu cette chose-là en Chine, donc j'étais personnellement interpellé, mais ça me renvoyait à mon projet de recherche. Je me disais, mais oula, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Donc en fait, on a un art, le tai chi, dont la base, normalement, c'est de commencer à faire circuler l'énergie, etc., de maîtriser l'énergie. Et puis là, il semblerait qu'on peut avoir une maîtrise ou un doctorat là-dedans, et qu'il n'y a plus tout ça. Il y a la gestuelle, mais il n'y a plus ce qui était à la base, en fait, du travail. Et comme j'ai un peu l'esprit peut-être tourné de manière un peu bizarre, j'ai décidé d'aller à Pékin, à l'université sportive de Pékin, pour comprendre pourquoi c'est faux. Donc je suis parti pendant, donc c'était en 2005, donc quelques années après, pendant les mois de libre. Je suis allé pendant 2 mois donc à l'université sportive de Pékin, dans le cadre d'un cursus. Donc normalement c'est un cursus, si on le fait complètement, qui est un cursus de 2 ans, de tai chi, etc. Mais on peut venir en fait pour des modules. Donc normalement chaque mois, ils vont faire une forme différente. Donc quand on était arrivé en fait au départ, mais j'ai un doute et j'ai pas envie de dire une bêtise. Bon, disons qu'on est en train de terminer une certaine forme de Tai Chi Chuan. Et notre professeur était vraiment un très très grand professeur. C'était Huang Kongwei, qui avait été plusieurs fois champion de Chine en Tai Chi Chuan, donc style Chen. Donc on était vraiment, on va dire, au top niveau. Et vraiment l'enseignement était non seulement de qualité, mais vraiment oui, tu m'entends à nouveau? Voilà. Donc le professeur était vraiment de bon niveau et puis il était motivé. Et donc il y avait ces cours de tai chi donc le matin. Et puis l'après-midi, il y avait des cours de qigong. Donc moi, j'avais pas pris les cours de qigong, moi j'avais uniquement pris le module en fait donc Tai Chi Chuan. Et l'après-midi, je me l'étais gardé libre pour voir si à Pékin, je ne pouvais pas trouver aussi peut-être d'autres maîtres intéressants avec lesquels travailler. Et effectivement, j'ai trouvé surtout un maître qui enseignait le style Chen, aussi de Tai Chi. Donc en fait, le matin, j'avais mon travail avec l'université, puis l'après-midi, j'avais surtout mon travail avec cet autre maître pour faire le style Chen. Et j'avais rencontré, on avait commencé un tout petit peu à travailler Pakwa avec aussi un autre maître. Et donc en arrivant à l'université sportive de Pékin, je rejoins le petit groupe. Et il y avait un Français, donc qui allait devenir après un grand ami, donc François Henry. Et qui avait décidé pour ses raisons à lui, de passer en fait 6 mois. Donc il y avait soit on faisait le truc complètement en entier, c'était 2 ans, ou après il y avait un module certifiant en fait sur 6 mois, ou après il y avait la possibilité, comme moi je faisais, donc d'aller en fait au minimum pour 1 mois, pour valider en fait une pratique particulière. Et je me rappelle encore les premiers mots de François, pratiquement quand j'ai rejoint le groupe. Il faisait très chaud, c'était en été, donc il faisait vraiment assez étouffant, et puis on s'entraînait non pas dans la salle, mais un peu dehors, au parking. Et donc il m'a dit en gros, bienvenue au cours de gymnastique. Et puis je me dis, tiens, c'est pourquoi il dit ça, enfin, voilà. Puis bon, on commence à pratiquer un peu. Et petit à petit, donc je pratique, et en même temps, on discute avec François, qui est un des pionniers des arts internes chinois en France, qui enseigne depuis son association a fêté son 40e anniversaire l'année dernière. Donc il enseigne surtout Tai Chi, mais aussi Pakwa et I Chuan. Donc là, c'était extraordinaire, parce que donc d'une part, on avait quelqu'un avec qui discuter, et en même temps on avait l'observation directe de la pratique à laquelle on participait. Et pour la petite anecdote, quand on s'entraînait en fait à l'intérieur dans
dans le grand stade que vous pouvez voir ici. On s'entraînait en fait à l'intérieur de ça. On avait juste en face de nous, je crois que c'était les minimes de l'équipe de Chine de gymnastique qui s'entraînaient. Et puis à côté, il y avait le groupe pour les étrangers de Wushu. Et donc on était vraiment avec les jeunes gymnastes, probablement championnes quelques années après, qui s'entraînaient juste sur l'espace juste en face de nous. Donc on observait tout ça, on pratiquait tout ça. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que, en fait, c'est pas la même pratique. Et là où je voyais clairement que c'était pas la même pratique, c'est que François, ça faisait des décennies qu'il travaillait les arts internes. Donc il avait sa forme de corps aussi qui était profondément marquée par sa manière de travailler. Et le professeur, très gentiment, de temps en temps, le corrigeait. Et à un certain moment, donc on avait fait d'abord Tai Chi, et après on est passé en fait au Pakwajang. Et quand on était en train de travailler sur le Pakwajang, oui, alors je suis désolé aussi pour ceux qui nous regardent, parce qu'en fait à chaque fois je dois relancer le zoom parce qu'il s'arrête, il revient pas. C'est pour ça que je suis un peu perturbé par rapport à la suite dans les idées. Mais donc on était en train de pratiquer donc le Pakwajang, et donc le professeur reprenait aussi François sur certaines choses. Et je me rappelle qu'un jour, donc François, là, il a vraiment appliqué à la lettre les consignes du coach. Et on tournait en rond. C'était les paumes de base du Pakwa. Et donc on les faisait en groupe. Donc on tournait en rond en groupe. Donc lui, il devait être à peu près en face de moi, enfin diamétralement opposé. Donc du coup, je le voyais bien tourner quand on était en train de pratiquer. Et j'avais du mal à me retenir, en fait, d'une part de rire, et puis d'autre part, j'avais honte. Parce que pour moi, c'était vraiment François qui était en train de faire le clown. Enfin, dans le sens, il faisait vraiment... C'est comme s'il faisait la caricature de ce qu'on lui demandait de faire. Et qui, manifestement, par rapport, on va dire, à la dynamique interne, c'était pas bon, quoi. Et donc, je me disais... j'étais entre le rire et la honte. On me disait, mais tu peux pas faire ça, on est en cours, etc. Voilà. Et quand on a terminé, en fait, le travail, et alors ça m'a vraiment marqué. Donc, c'était vraiment une expérience, en fait, très, très importante. Notre professeur, en fait, est venu féliciter François en lui disant que, voilà, là t'as compris, c'est génial, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et donc c'est là-dessus que c'était très net, on n'est pas dans le même travail. Et ce que je vraiment veux repréciser à nouveau là-dessus, c'est que d'une part, il n'y a pas plus gradé, on va dire, comme enseignant que le coach qu'on a eu, qui était vraiment très 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 bon. Donc Huang Guangwei, c'est le niveau, c'est le top niveau en Chine. Et il faisait vraiment un très bon travail. Et il formait des champions. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'on avait un prof incompétent qui ne voyait pas... Non, c'est pas ça. C'est que les critères par rapport auxquels on juge un travail ne sont pas les mêmes. On a vu, je crois, à un moment, c'est une de ces étudiantes qui était passée pour préparer une forme de tai chi pour une compétition. C'est des trucs hallucinants. Enfin, c'est les trucs où on monte genre au ralenti le pied avec le coup de pied, genre pratiquement en grand écart, en fait, etc. Enfin, c'est une maîtrise, on va dire, physique qui est vraiment admirable. Comme vous pouvez voir, tu regardes un peu sur YouTube différentes vidéos comme ça de compétition de tai chi. Il y a vraiment une maîtrise, on va dire, athlétique, acrobatique qui est tout à fait fabuleuse. Mais ça... Et j'ai continué à expliquer donc pourquoi c'est pas la même chose. C'est pas ça le travail de l'art martial interne. Et donc là, le fait en fait que François, voilà, il s'est dit allez, je vais essayer. Donc il a fait comme on lui a demandé de faire. Donc moi, j'ai perçu ça comme une caricature.
Et j'avais honte. Et le professeur considère que bah, ça c'est génial, tu es sur la bonne voie, il faut continuer comme ça. Donc forcément, on s'est fait un petit débriefing après avec François en disant mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se joue? En sachant que moi personnellement, j'avais comme intuition initiale que dans la version sportive des arts internes chinois tels que le tai chi, ben en fait on avait les bases mais on n'allait pas plus loin. D'accord? Donc il y avait un certain travail qui était le même, donc que tu fasses finalement de manière sportive ou que tu le fasses de manière plus traditionnelle, c'est pas grave, tu apprends les mêmes mouvements, etc. Mais c'est après qu'il manque en fait certaines choses pour aller plus loin. Hein, que le côté sportif, il s'arrête au côté de faire les belles formes pour avoir des bonnes notes, pour avoir une médaille. Alors que dans le travail plus interne, après il y a tout le côté vraiment intérieur, il y a le côté martial, enfin, il y a tous ces côtés-là qui ont leur importance. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que, non, en fait, dès le départ, on n'est pas dans la même chose et donc on n'a pas les mêmes résultats. Ce qui me renvoyait au paradoxe de l'étudiant que j'avais observé à la Northern China Shaolin Martial Arts Academy. Excellent sur le côté, on va dire, externe, mais pratiquement rien sur le côté interne. Donc je me dis, mais je ne comprends même pas. Le gars, il doit travailler pour avoir ce niveau-là. Puis ça fait partie de son cursus universitaire. Comment est-ce que tu peux pratiquer pendant des années, plusieurs heures, peut-être par jour, sans que ça commence à circuler? Ça doit venir tout seul, normalement, pour circuler. Enfin, comment est-ce que la pratique comment peut-on pratiquer sans que petit à petit, un certain nombre de choses se mettent en place? Et c'est là qu'on a compris qu'en fait, la grande différence, donc là je parle par rapport aux arts martiaux, entre les versions modernes et les versions traditionnelles, c'est que la version moderne, ce qui va compter, c'est de correspondre à un cadre qui est imposé de l'extérieur. Puisqu'il faut pouvoir quantifier en fait la pratique. Il faut pouvoir donner une note. Il faut pouvoir faire une compétition. Pour pouvoir faire une compétition, il faut savoir comparer des compétiteurs différents. Donc par rapport à ça, donc déjà, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, on a commencé à mettre certaines figures difficiles dans les formes, qui n'ont pas de réalité martiale en tant que telle, qui n'ont pas forcément une réalité énergétique, mais qui ont un niveau de difficulté d'exécution. Et à un certain moment, quand tout le monde commence à faire certaines formes de compétition de tai chi, on s'est dit, là, ils sont tous très bons, tu ne peux plus les distinguer en fait, par rapport à ce qu'ils arrivent à faire, donc il faut qu'on mette un élément super difficile, avec, je sais pas, le genre des coups de pied qui montent pratiquement à la verticale, tout en lenteur, etc. Parce que ça, ça tout le monde ne pourra pas faire. Même j'ai vu dans certaines formes de tai chi, de compétition, où ils rajoutent des sauts, des choses comme ça, où on atterrit sur une jambe, enfin, ou des trucs. Donc, ces éléments-là, c'est pourquoi? C'est par rapport à une vision extérieure. Et on va mettre un cadre, et puis on va voir, est-ce que dans ce cadre, est-ce que la main était parfaitement, admettons, à 60 degrés, ou à 45 degrés, ou est-ce que le genou était à 90 degrés? Et si jamais le genou était à 91 degrés, et que chez l'autre personne était à 90, celui qui est exactement à 90, ça mieux fait. Donc on est vraiment dans une imposition sur le corps et sur la pratique, d'un cadastre, d'un grillage extérieur. Et puis il faut correspondre à ce cadastre, il faut rentrer dans ces cases. Et donc en fait, toute la pratique, elle est orientée selon un principe externe. Et celui qui vous dit si votre pratique est bonne ou pas, c'est le juge qui vous observe. Qui vous dit, ah non, là, regarde, t'avais pas le doigt comme ça. Enfin, voilà. C'est lui qui te dit comment il faut faire pour correspondre en fait à la norme. En réalité, donc dans la pratique, ce que ça peut amener à faire, c'est par exemple, je suis là, comme ça, admettons je suis un peu faux, donc on va me corriger même, on va dire, non, l'angle n'est pas bon, donc tu vas changer ton angle. Mais peut-être qu'en changeant ton angle ici, peut-être que le problème là, il venait parce qu'il y avait un problème dans ton dos ou dans ta hanche, peut-être, de souplesse. Donc tu vas corriger là, mais donc en fait, ça va te créer un autre problème. Alors on va à nouveau regarder de l'extérieur, on va dire, là il y a le problème, il faut que tu règles l'autre problème. Alors tu règles l'autre problème, mais peut-être que ça te remet un autre problème. On dit, règle l'autre problème. Donc en fait, d'une certaine manière, quand tu es en train de pratiquer, ton esprit, il est explosé dans plein de directions différentes. Parce que je dois penser à la main, et je dois penser aux pieds, et je dois penser à ceci, et je dois penser à cela. Et je vais rectifier ceci, et puis ça crée un autre problème. Donc je rectifie l'autre problème.
Donc on travaille comme ça. Donc d'une certaine manière, je dirais, premier principe, le principe il vient de l'extérieur. Deuxième chose, le principe il est que on est obligé d'exploser en fait son attention. Et puis comme il y a des mouvements aussi qui sont énergétiquement corrects, mais d'autres qui ont été créés juste pour pouvoir départager des compétiteurs, ben le corps ne sait pas non plus quand est-ce que c'est un mouvement qui est entre guillemets donc un mouvement qui est entre guillemets énergétiquement correct ou quand c'est juste un mouvement comme ça. Donc t'as pas de référence par rapport à ça. Dans les arts internes et dans la manière de pratiquer de manière interne traditionnelle, le maître ne vous embête pas trop avec 10 000 détails au départ. C'est on va donner et puis ok, pratique. Et avec certains principes qui sont importants, relâcher, ressentir. Et puis là, petit à petit, en douceur, petit à petit, le corps, les mouvements déjà, on va commencer à les apprendre, puis le corps, petit à petit, va commencer à se transformer. Et donc, petit à petit, ce qu'il faut bien comprendre, donc ça me vient en parlant, il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose en plus, il s'agit d'enlever des choses. Dans notre manière normale de nous mouvoir, on a mis beaucoup d'artifices en fait au long de la vie. On a notre éducation, la société, nos traumatismes, nos expériences ont fait que parfois on est déconnecté en fait de notre corps, de notre manière naturelle de bouger. Et quelque part, dans ce qu'on veut redécouvrir, c'est une manière naturelle de bouger. Donc en fait, je dirais le travail de l'art interne, dans le sens traditionnel du terme, cette phrase que je vous ai beaucoup déjà dite, du Tao Te Ching, Tao Fa Tzu Ran, le Tao suit la voie naturelle. Mais suivre la voie naturelle, ça signifie aussi que petit à petit, on enlève ce qui n'est pas naturel. Donc on revient au naturel. Pour revenir au Tao, il faut revenir au naturel. Et donc en fait, quand petit à petit, à travers la pratique, par exemple, si j'avais les épaules comme ça, petit à petit, non, c'est pas possible comme ça, c'est pas naturel, c'est pas confortable. Donc petit à petit, elles vont tomber les épaules. Et on le dit aussi. Mais donc petit à petit, ces choses-là vont se mettre en place. Et donc la pratique, en fait, va petit à petit devenir de plus en plus naturelle. Et plus elle va devenir naturelle, plus elle va devenir correcte et elle va commencer à ressembler de plus en plus aussi à ce que le maître a montré. Parce qu'en fait, la structure du mouvement est comme ça. Donc bien sûr, il montre un mouvement, mais la structure énergétique de comment le mouvement doit fonctionner, elle est comme ça. Et donc, la référence, elle est avant tout interne. Le maître, il montre, il pointe certaines choses, mais après, c'est à chacun de travailler avec le corps qu'il a, avec la sensation qu'il a, avec sa propre écoute qu'il a, etc. Et c'est comme ça que petit à petit, on sent. Ça passe pas. Ça passe. Et puis on essaye de trouver. Et puis le maître aide aussi parfois, il donne des petites indications. Mais le plus important, c'est pas de correspondre à un cadre imposé de l'extérieur, mais ce qui est important, c'est que de l'intérieur, petit à petit, il y a les choses qui s'harmonisent. Donc le cadre, en fait, on va dire, il vient de l'intérieur. Il se met. Et la chose la plus importante par rapport au travail, donc d'une part, oui, la relâcher, etc. Mais après, l'autre chose qui est super importante, c'est le Zhang Sanfeng, une partie du corps bouge, tout bouge. C'est l'unité. On veut redevenir une unité. Et d'abord, c'est déjà l'unité du corps. Quelque chose va vers le haut, quelque chose va vers le bas, quelque chose va à droite, quelque chose va à gauche, quelque chose va devant, quelque chose va derrière. Mais après, petit à petit, l'unité, c'est aussi, oui, le corps, et puis déjà avec la respiration, puis après avec l'énergie, puis avec l'intention, avec l'esprit, puis peut-être après avec le Tao. Donc petit à petit, c'est vraiment, on part de... Quand on commence, on est un peu comme un puzzle, juste un morceau de puzzle quelque part. J'ai une main et puis j'ai un pied. Et puis il faut que je mette la main là, donc je mets le morceau du puzzle, et puis le pied, je dois mettre là. Mais on n'a pas encore trop vraiment compris et surtout ressenti le lien entre mes pieds, mes mains, mon dos, le devant de mon corps, le derrière de mon corps. On n'a pas encore intégré tout ça. Et où est le centre par rapport à tout ça, quand tout ça, ça commence à bouger, etc. On n'a pas encore tout ça. Et tout le travail traditionnel, c'est ça. C'est que petit à petit, ce truc complètement éparpillé, peut-être que même certaines parties, on n'a même pas conscience qu'on les a. C'est d'en prendre conscience et petit à petit, on commence à comprendre comment c'est lié, comment ça forme une unité. Et tout le travail, donc, c'est d'unifier.
c'est pas de s'exploser dans 10 000 trucs, c'est au contraire d'unifier. Et c'est pour ça aussi que une des pratiques importantes que vous trouvez dans les arts internes chinois, c'est différentes méthodes de Chang Chuan, enfin de se tenir immobile, que ce soit l'arbre, dans Baji Chuan, donc on tenait les postures, voilà. Pourquoi on tient les postures immobiles? Pourquoi Tai Chi Chuan, déjà, on a ralenti les postures? En principe, parce qu'après, c'est un art martial, on ne va pas se battre au ralenti. Mais pourquoi est-ce qu'on fait les mouvements au ralenti? C'est que pour la structure puisse se mettre, pour que ça puisse commencer à circuler. Mais une des choses importantes, pour que, justement, on met le minimum de force pour que la structure s'ajuste. C'est ça qui est important. Et quand on travaille donc les postures immobiles, c'est à nouveau, c'est là que la structure peut s'ajuster, que tout devient cohérent et une unité. Et donc en fait, à chaque moment après, quand on va bouger, si vous prenez une photo, vous filmez, après vous regardez les photos de la pratique, chaque posture en tant que telle doit être complètement unie. Il ne doit pas y avoir un moment où, je sais pas, j'ai commencé à partir à droite, mais la main est restée encore à gauche ou quelque chose comme ça. On est une unité tout le temps. L'unité est tout le temps là. Et tout le travail en fait des arts internes, c'est ça. Mais là, le problème, c'est que vous vous rendez bien compte que ça marche moins bien par rapport au côté compétition, etc. Parce que les problèmes des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes. Le cheminement des uns et des autres n'est pas forcément le même. La rapidité d'avancer des uns et des autres n'est pas forcément la même. Et surtout, dès que vous commencez à toucher le côté énergétique dans le travail, y a toute une dimension aussi de psychologie, de qui êtes-vous dans la vie, qui commence à être important. Donc parfois, il se peut qu'il y a certains blocages qui peuvent être là. Et avant qu'on n'ait pas résolu certains des blocages psychologiques, on n'arrive pas non plus en fait à avancer dans sa pratique de Tai Chi. Et puis parfois, c'est à travers le fait qu'on arrive à débloquer peut-être certaines choses dans sa pratique, que par ailleurs, ça nous permet en fait de débloquer aussi certaines choses dans notre vie intérieure. Et c'est pour ça que donc à un autre niveau, quand on va vraiment dans la profondeur de ces arts-là, vous avez par exemple pour le Tai Chi Chuan, oui, vous avez le Tai Chi, mais vous avez toute une pratique aussi de Qigong qui va de pair. Et puis vous avez aussi les pratiques de méditation, puisqu'à un certain niveau, on en a déjà parlé aussi, dans toute l'approche taoïste, c'est le Jing, puis il faut transformer en Qi, puis il faut raffiner en Shen, puis il faut ouvrir, et puis on devient un avec le Tao. Et tous ces éléments, c'est un travail qui travaille sur toutes les dimensions de notre être. Et c'est des dimensions qui, à nouveau, dans une compétition, comment est-ce que vous allez juger si la personne est devenue, entre guillemets, plus zen ou pas? Enfin, ce que vous pouvez juger, c'est uniquement le mouvement extérieur. Enfin, c'est là-dessus qu'on met l'attention. Donc pour moi, ça, c'était vraiment une compréhension très, 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 très importante. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de domaines, puisque je suis allé beaucoup pratiquer le yoga aussi en Inde et d'autres choses, il y a dans la modernisation des systèmes de savoir traditionnels, on a tendance à perdre de vue cette unité, mais qui imprègne toute la pratique, qui imprègne tout. Darshan Shankar, dont j'ai parlé tout à l'heure, le fondateur de la Foundation for the Revitalization of Local Health Traditions, a très très bien explicité la différence entre système traditionnel et moderne en disant, en gros, la vision traditionnelle dans l'Ayurveda, dans les médecines traditionnelles, elle est holiste, on regarde toujours l'entier. Aussi l'être humain, vous avez une maladie, c'est quoi? Il y a un déséquilibre entre ce qui vous constitue. Et comment est-ce qu'on va remettre l'équilibre? Donc on est toujours dans une approche holiste et on essaye de voir comment réharmoniser le tout. Si on est malade, c'est que l'harmonie a été cassée quelque part.
Mais c'est par rapport à une harmonie qui implique toujours le tout. Alors que dans la médecine moderne, les approches, c'est toujours, on va aller au maximum dans les détails. On regarde, on a une maladie, c'est quoi le virus? C'est quoi l'antivirus? Là, on essaye d'aller dans les plus petites composantes pour bien les comprendre, et puis on essaye d'agir sur les composantes. Ce qui crée un certain nombre de problèmes, par exemple, quand on est dans une logique par exemple, de tester scientifiquement donc, des produits ayurvédiques. Darshan Shankar disait la plupart du temps, c'est la médecine moderne va poser la question, est-ce que l'Ayurveda a quelque chose contre ceci? Et on va dire, bon, normalement, nous déjà, on n'a pas le même diagnostic que vous. Je crois l'exemple que m'avait donné Darshan Shankar, c'était par rapport au paludisme. Mais il n'y a pas paludisme en tant que tel en Ayurveda. Mais ils ont des diagnostics qui correspondent à ce qu'en médecine moderne tu appelles paludisme. Et si jamais tu as ça, on va te faire un certain nombre de choses qui peuvent impliquer ce que tu vas manger, peut-être des exercices de respiration, peut-être aussi certains massages, peut-être certains médicaments. Et donc il y a tout un nombre de choses qu'on va te donner et qui ne sera pas la même chose par rapport à n'importe qui. Ça dépend de votre dosha, quelle est ta constitution de base. Donc il n'y a pas uniquement une vision générale pour tout le monde. Et même par rapport aux médicaments qu'on va donner, c'est des herbes. Alors, ils vont dire, ok, on a telle herbe, par exemple, qu'on utilise, ou tel mélange. Donc dans la médecine moderne, ils vont tester quel est le principe actif. C'est quoi le truc, je ne m'exprime pas de manière très scientifique, mais dans l'idée, c'est quel est l'antivirus qui est caché là dans la plante qui combat le virus. Alors oui, il peut y avoir un principe qui est plus actif que d'autres, mais n'empêche que la plante, il n'y a pas qu'une seule chose, il y a plein de choses. Donc c'est tout ça qui agit. Et c'est tout ça qui agit aussi par rapport donc, aux injonctions de manger telle ou telle chose, de faire un peu d'exercice, de faire peut-être un peu de yoga. C'est tout ça qui va harmoniser en fait le corps. Donc ce que disait Darshan Shankar, donc il y a l'interview, je l'ai mis aussi sur ma page YouTube, il disait donc la grande différence c'est ça. Donc les systèmes traditionnels pour la médecine, mais je dirais là pour les arts martiaux, pour le yoga, c'est à la base des systèmes holistes. Et dès que ça rentre dans un cadre moderne, on va casser les choses, on va aller dans les détails. On va commencer à regarder les parties. Alors on peut dire oui, les parties ensemble font le tout, mais il n'empêche que tout l'accent est sur les parties. Et même dans la manière après d'évoluer en termes de pédagogie, on va considérer, il faut apprendre telle forme en tai chi. Et donc pour l'apprendre, on va décomposer en parties. Donc il faut d'abord apprendre ça, ça, ça et ça. Puis après on va valider la première étape, on a appris ces mouvements-là. Et puis la prochaine étape, c'est de valider ceci. Puis je valide ceci. Et puis c'est en validant toc, 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 toc que petit à petit, en fait, je reconstruis le résultat que je vais avoir. Alors qu'à nouveau, dans la manière traditionnelle, c'est pas forcément comme ça qu'on va aborder les choses. C'est pratique, fais le tout. Et puis petit à petit, ok, tu vas comprendre petit à petit. Il y a aussi des étapes, mais elles ne sont pas aussi systématisées. Elles sont pas. Il faut valider. Je peux me faire mal comprendre quand je suis en train de dire ça. Il y a des étapes. Il y a des choses qui sont nécessaires. Mais c'est toujours en lien avec la personne avec laquelle vous travaillez. Et vous n'êtes pas. Il n'y a pas. Vous le voyez quand je fais les cours de tai chi avec vous, on a quelque chose qu'on suit tous, et puis chacun prend à son niveau. Mais on ne pourrait pas faire quelque chose où on va tous valider, allez, on valide ça, et puis après on passe au prochain truc, et maintenant, on a validé, donc maintenant on a le droit de pratiquer ceci parce qu'on aurait validé cela. Selon les personnes, on peut faire la même pratique, on peut la faire de manière différente, et avec des intentions différentes. Donc dans un certain contexte, peut-être une pratique, un certain qigong peut être un peu trop avancé, parce qu'on va le qigong des 5 animaux, je pense à ça, parce qu'il travaille quand même un peu beaucoup le corps. Et donc si on a 75 ans et que on a des problèmes avec le corps, on va se dire peut-être c'est pas la meilleure idée d'aller commencer à faire le qigong des 5 animaux. Il faut peut-être faire autre chose avant, et puis est-ce que c'est même la peine d'aller vers un qigong qui peut être un peu plus extrême comme ça? Mais après, on se rend compte que derrière le côté physique, il y a le côté psychologique de ce qigong.
Et puis on n'est pas obligé d'aller aussi bas, on peut le travailler de manière un peu différente. Donc le fait par exemple déjà de faire un peu le tigre, de monter un peu les bras, d'ouvrir, etc., ça fait du bien. Le fait de pouvoir sortir les animaux qui sont en nous, ça fait du bien. Puis il y a le côté ludique, etc. Donc en fait, ce Qigong qui par exemple, si je suis dans un contexte plutôt vraiment de art martial, etc., on va dire, on va le pratiquer avec justement vraiment pour renforcer plus, etc. Donc, et pour assouplir encore plus, donc pour quelque part pousser plus loin, et donc qui viendrait après, dans un contexte avec des personnes qui ont déjà besoin de se centrer un peu, et puis de bouger un peu, de goûter un peu qui ils sont, on peut le donner pratiquement au début. Mais ça dépend de l'intention. Ça dépend qui sont les personnes en face, qu'est-ce qu'elles recherchent, qu'est-ce que l'objectif. Et c'est par rapport à ça qu'on va faire un certain travail. Alors que dans le modèle, on va dire plus moderne, on va avoir tendance à dire c'est tout le monde, pour apprendre tel truc, c'est le même programme pour tout le monde. Il faut d'abord aller au CP avant d'aller en CE1, puis après il faut valider le CE1 avant d'aller en CE2. Et on ne peut pas juste fonctionner selon les besoins, les envies, des uns et des autres. Donc on se rend compte que non seulement sur les résultats, mais sur toute la pédagogie, sur toute la manière de travailler, on est dans des choses qui sont assez opposées, et qui sont aussi liées à cette question de pédagogie qui explique ou qui n'explique pas. Long se fout et d'autres maîtres avec lesquels j'ai travaillé, puis certains amis m'ont raconté que les maîtres avec lesquels eux ils ont travaillé sont vraiment dans le moule. Le maître pointe une porte, à toi d'y aller, à toi de voir si tu as envie d'ouvrir la porte ou pas, si tu as envie de passer de l'autre côté ou pas, si tu as envie de pratiquer ou pas. Il va te donner une suggestion, va te dire ça serait bien de faire telle pratique. Par exemple, Zhang Chuan, quand Maître Zhong nous dit voilà, se tenir sur un pied sur la jambe droite et puis sur la jambe gauche. Mais ça, c'était hors de l'entraînement. Ça, c'était, ça serait bien de le faire. Mais après, on a toute notre journée d'entraînement. Pour le faire, il fallait que je me trouve moi-même mon heure ou mes 2 heures pour faire cette pratique-là. Il n'allait jamais vérifier. Mais on voit tout de suite dans ta pratique si la personne l'a pratiqué ou pas, parce que ça va impacter justement sur comment tu vas fonctionner. Mais donc, on te donne cette indication. Alors que dans un système moderne, ce serait un truc à valider. C'est maintenant il faut faire, je sais pas, Qigong, maintenant est-ce que la personne arrive, et puis j'ai regardé, il l'a fait, etc., etc. Donc on est dans quelque chose qui est très 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 différent dans la manière d'aborder les choses. Et donc le rôle du maître dans la pédagogie, c'est juste, il indique dans le modèle traditionnel. Dans le modèle moderne, il faut tout expliquer. Il faut dire on fait ça parce que. Pourquoi on doit donner le coup de poing comme ça? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Quel est l'objectif de l'exercice que vous êtes en train de donner, etc. C'est pas qu'un maître traditionnel ne va pas savoir pourquoi il vous fait faire quelque chose. Mais c'est à vous de trouver aussi. C'est à vous de goûter. Donc c'est pas toujours au professeur de vous prémâcher pourquoi il vous dit ceci, pourquoi cela, etc. Soit vous voulez apprendre, vous voulez pas apprendre. Mais si vous voulez apprendre, faites un peu confiance. Et donc partez dans cette démarche de goûter par vous-même. Alors que dans la manière moderne, c'est un peu... Alors ça aussi, ses avantages. Les deux modèles ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais dans le modèle moderne, on insiste beaucoup sur la pensée critique. Il faut comprendre ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est une tête, pas une tête bien remplie, mais une tête bien faite. C'est toujours ces trucs. Moi, je suis un penseur critique. J'accepte pas n'importe quoi. Je réfléchis. Et donc parfois on va avoir plein d'explications, plein de choses, alors qu'on n'a même pas le niveau pour vraiment comprendre ce qu'on nous explique. Ce pratique, c'est quel méridien, Alors on va parler de tout ça, on n'a même pas ressenti le moindre méridien ou la moindre énergie. Alors après oui, on peut donner l'explication, mais qu'est-ce que c'est que cette explication? C'est que j'étais content dans ma tête que j'ai entendu quelque chose. Mais en fait, ça n'a aucune réalité. Et pourtant, dans la manière de fonctionner, il y a donc ce côté, à nouveau, on veut quantifier quelque chose, on veut, au lieu de goûter l'expérience et d'aller avec l'expérience pour petit à petit se transformer aussi à travers le travail, on veut constamment être, on va dire, dans une analyse extérieure. Donc par rapport à la pratique, peut être aussi donc une analyse intellectuelle, on intellectualise tout. J'ai ressenti tel truc, puis j'ai lu dans le livre que ça correspond à telle chose, alors est-ce que je suis maintenant à ce niveau? Puis là, apparemment, le prochain niveau, c'est ceci et cela, etc.
Et d'une certaine manière, quand vous rentrez là-dedans, vous vous bloquez complètement. Parce qu'au lieu d'être un explorateur qui est heureux et émerveillé quand il découvre quelque chose, vous êtes tout le temps en train de chercher à correspondre à un standard qui a été déjà donné par quelqu'un d'autre avant. Parce qu'il vous dit, il y a telle étape, vous allez arriver à telle étape, et après il y a telle étape, et telle étape. Alors ça peut complètement vous bloquer. Et apparemment, traditionnellement, dans certains systèmes, ce qu'on faisait, d'abord tu travailles. Et en fait, une fois que toutes les choses sont bien aussi incarnées, etc., là on donne aussi la théorie. Darshan Shankar dit aussi dans l'interview que l'intellect, c'est extrêmement important. Et c'est très, très, très utile pour classifier les choses, pour organiser les choses, pour codifier les choses, pour pouvoir transmettre les choses, pour garder les choses. Mais il dit, c'est vraiment, dans les systèmes traditionnels, c'est vraiment genre l'outil niveau 0 en termes de connaître quelque chose. Pour connaître, là, c'est la conscience qu'il faut développer, la sensation qu'il faut développer, les états de conscience peut-être plus approfondis qu'il faut développer. C'est ça qui permet de vraiment connaître. Et après, si on a quelqu'un en face qui n'a pas ces mêmes sensibilités ressenties parce qu'il n'a pas développé ça, bon, alors, ok, on explique par des mots, on explique avec les concepts. Mais l'accent est complètement différent. Donc les concepts et les théories et les modèles sont magnifiques, mais ils ne font sens que si on a éprouvé tout ça, si on a réalisé tout ça, si on a incarné tout ça. Et donc c'est pour ça que dans certains systèmes traditionnels, donc l'idée c'était d'abord, et on te donne en fait l'explication, une fois que tu as déjà incarné en fait la chose. Et après, petit à petit, quand on commence à avoir une base qui commence à être assise, oui, là après la théorie peut être vraiment très très intéressante parce que elle nous permet d'aller encore plus loin. C'est la théorie dans son sens plein du terme. C'est un résumé d'expériences parfois de générations et de générations de personnes qui ont dédié leur vie pour aller approfondir ça. Donc dans ce sens-là, c'est extraordinaire. Il nous laisse une expérience et donc on peut profiter de toute cette expérience pour aller plus loin. Mais si on la prend de manière déconnectée et trop tôt, ça devient plutôt une prison qu'autre chose. Ça devient à nouveau un modèle à l'aune duquel on te juge, on te jauge. On te dit, telle personne, est-ce que tu es déjà arrivé à tel niveau? Est-ce que tu ressens déjà tel truc? Est-ce que tu... Mais c'est quoi votre trip là? Ça n'a aucun intérêt. Et donc en fait dans les échanges avec François, donc il y avait un moment qui pour moi était aussi un moment on va dire un peu clé, c'est que donc à l'époque d'une part je pratiquais donc à côté de ce que je faisais à l'université sportive et il y avait aussi un petit magasin d'arts martiaux qui était pas très loin, dans lequel il y avait pas mal de DVD et puis il y avait parfois, j'allais au centre-ville de Pékin et là, il y avait une rue commerçante avec genre un peu Fnac chez nous. Et là, il y avait tout un étage il y a tout un rayon pareil avec des choses d'arts martiaux. Et l'État chinois a fait beaucoup d'efforts pour essayer de filmer, d'émettre, etc. justement pour garder ce patrimoine culturel. Donc, on trouve, en fait, quand vous êtes en Chine, on trouve vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Soit DVD ou des VCD. Et donc moi j'étais toujours tout enthousiaste donc à essayer de chercher des bons DVD et des bons VCD, donc soit par rapport à Tai Chi ou alors ce qui m'intéressait beaucoup c'est pas quoi, donc différents styles comme ça qui m'intéressaient. Puis c'était pas très cher à l'époque. Donc je m'en donnais on va dire un peu à cœur joie. Et quand j'avais l'impression d'avoir vraiment trouvé un truc chouette, j'allais voir François, on était dans la même maison d'étudiants. Et puis il dit, tiens, regarde François, là j'ai trouvé un truc intéressant. Et puis il le met dans son ordinateur. Et parfois il regardait, je sais pas, il était en train de faire autre chose. Oui, je devais lui montrer sur mon ordinateur probablement. Et lui il était en train de travailler sur son ordinateur. Puis il regarde un tout petit peu, il dit, ah oui, c'est joli, il fait des formes. Enfin, quelque chose comme ça. Puis pas d'autre réaction. Et une fois particulièrement, là j'avais trouvé un maître de Pakwa qui était vraiment, ça m'avait vraiment impressionné. Et donc là, je me suis dit, ça devrait lui plaire. Le gars-là, il est vraiment bon. Et pareil, François regarde un tout petit peu, il regarde, mais quand je dis un tout petit peu, c'est 3-4 secondes. Il me dit, oui, c'est bien, il fait des formes. Et je dis, attends, François, quand même, là, regarde, le gars, là, quand même,
Il me dit, ben, regarde, qu'est-ce que tu vois? Je dis, ben, je sais pas, moi je suis impressionné là. Il dit, bon, passons au ralenti. Donc en fait, il prend la forme et on passe au ralenti. Et là, il dit, qu'est-ce que tu vois? Bon, pareil, au départ, je sais pas, qu'est-ce que je dois voir? Et il me rappelle donc le fameux précepte pour la pratique de Tai Chi, une partie du corps bouge, tout bouge. Et là, effectivement, quand tu passes au ralenti, mais dès le départ de sa forme de pakwa, je sais pas, tu vois la personne qui part, et au moment où elle change de direction, genre il y a une partie de son corps qui part, mais l'autre partie de son corps qui n'est pas partie. Donc la structure est cassée dans son mouvement. Et en fait, quand on regardait comme ça, rien que sur les premières secondes du DVD, c'est un peu comme un émental. Il y a des trous partout dans la structure. La structure n'est pas, alors de manière superficielle, extraordinaire. Vitesse, acrobatie, enfin vraiment, ça en met plein la vue, comme on dit. Mais dès qu'on a l'œil, on dit, mais oui, mais il n'y a pas de structure sous-jacente, l'unité sous-jacente, elle n'est pas là. Mais alors c'est supposé être un maître ou un grand maître même. Mais il n'a pas travaillé les bases. Parce que ça, c'est pas des erreurs que tu peux faire. À nouveau, de dire, ah, il a fait telle erreur et telle erreur, il fait quand même beaucoup de petites erreurs. Ça, c'est l'analyse à la moderne. En disant, voilà, donc si j'applique mon cadre de l'extérieur, je me rends compte qu'en fait, sur des petits moments qui sont des fractions de secondes, il n'est pas dedans. Donc il a fait des erreurs. Non, le problème, c'est pas qu'il fait des erreurs. Le problème, c'est qu'il n'a pas transformé sa structure profonde. Si tu as transformé ta structure profonde, tu ne peux pas faire l'erreur. Parce que ta structure ne bouge pas comme ça. Elle ne bouge jamais comme ça. Donc en fait, c'est là que tu vas voir un grand maître, même s'il va faire un mouvement qu'il n'a jamais vu ou quoi que ce soit, sa structure va toujours être une structure qui va être unifiée. Parce qu'il a passé des années, des années, des années à travailler l'unification de la structure. C'est ça que tu travailles. Quand je dis unification de la structure, physique, énergétique, mentale, spirituelle, toutes ces choses-là, tout ça qui est unifié. Mais avant que, si ça n'a pas été fait, oui, alors on peut arriver à des résultats qui sont impressionnants, on va dire en termes acrobatiques, en termes de... et qui demandent beaucoup de travail. À nouveau, je ne nie pas tout le travail qu'il y a derrière et aussi les aptitudes qui ont été développées en le faisant. Mais on n'a pas développé les techniques, je vous le dis souvent, les techniques nous amènent à comprendre les principes et le fait de travailler les principes transforme la substance. Et tout notre travail, c'est pour transformer la substance. Et normalement, quand la substance est transformée, tout ce qu'on va faire va suivre les principes. Et même après chaque mouvement qu'on va faire, même si c'est un nouveau mouvement qu'on n'a jamais fait avant et qu'on invente sur le coup, parce que c'est quelqu'un nous attaque et pouf, il y a une réaction spontanée qui vient, ah bah ça pourrait être une technique, parce qu'en fait ça marche, parce que tout est correct là-dedans. Et donc ça, ce travail-là avec François, c'était pour moi vraiment, ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Et puis un autre aspect donc avec François, puisque oui, on parlait de l'université sportive de Pékin, donc il y avait le côté moderne, avec le François, j'avais le côté un peu tradition, on va dire, donc c'est, voilà. Et c'était pour lui le fait aussi, on teste. Ok, bah voyons voir. Là, par exemple, bon, okay, tiens-toi comme tu dis, ou tu me pousses comme tu dis de me pousser, bah, est-ce que tu vas me pousser? Et non, bah tu pousses pas. Et par contre, lui, il va te... T'as l'impression qu'il n'a rien fait, alors tu te dis, ah ouais, quand même. Donc c'est pas uniquement de la parlotte. Parce que ça pourrait être facile de dire ouais, fonce ceci, fonce cela, etc. Mais est-ce qu'on peut le montrer? Est-ce que donc selon la manière dont tu travailles, est-ce qu'il y a en termes d'efficacité une efficacité qui est différente? Et par rapport à l'Ayurveda, bah voilà, c'est la question. Est-ce que quand tu vas traiter quelqu'un qui sait vraiment traiter, quelqu'un qui connaît la théorie de l'Ayurveda mais qui ne sait pas vraiment fondamentalement, bah, est-ce que tu le guéris ton patient ou pas? En art martial, est-ce que si on met l'application, est-ce que, je sais pas, tu pousses la personne ou pas? Est-ce que tu peux être efficace ou pas? Et puis à un autre niveau, après, est-ce que énergétiquement ça fait circuler des choses ou pas? Est-ce qu'on... Il y a toutes ces questions-là qui viennent. Mais la belle chose quand on parle avec un adversaire, quelque part, de pouvoir le montrer, c'est que dès qu'on parle d'énergétique, de ressenti, de conscience, de transformation intérieure, c'est moins facile à objectiver.
Là, c'est dire, bah oui, bah lui ressent ceci, moi je ressens cela. Tu sais, c'est difficile. Enfin, à nouveau, si on peut voir, mais souvent, pour les gens qui ne peuvent pas voir, bah, on ne voit rien. Donc on dit, bah non, ça se vaut. Bah, lui, il pense comme ça, l'autre, il pense comme ça, mais c'est deux grands maîtres. Mais sur ces choses-là, là, on peut tester. Et donc François, il a vraiment, dans sa manière de travailler, beaucoup de tester. Même on fait un tir, testons. Là, le mouvement, tu dis le mouvement, il est comme ça, mais attends, regarde, là, si j'appuie, la structure, elle ne tient pas. Ça ne peut pas être correct. Puisque même dans le Qigong, le principe sous-jacent doit être quand même que on travaille l'ensemble, l'unité de la structure. Et donc en fait, vraiment, ce séjour pour moi, c'était vraiment, donc au départ, la mise en œuvre d'un proverbe que j'avais entendu de Amadou en Pateba. Vous vous rappelez, on a fait une fois discussion au salon de thé sur l'œuvre de Amadou en Pateba, le fameux sage africain qui est très connu pour cette phrase: en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, et qui a beaucoup œuvré à faire reconnaître les traditions orales comme patrimoine commun de l'humanité. Et donc Amadou en Pateba, donc, que j'aime beaucoup et que j'invite à ceux qui ne le connaissent pas à aller le découvrir, avait cité une fois un proverbe, je crois Peul, qui disait que c'est pas un proverbe en tant que tel, mais c'était une sagesse qui était: comment veux-tu connaître le vrai si tu ne connais pas le faux? Pour connaître le vrai, il faut connaître le faux. Alors, il raconte toute une histoire avec un anthropologue, en fait, à un certain moment, qui vient pour étudier quelque chose, et en fait, auquel la communauté villageoise dans laquelle il travaille raconte n'importe quoi pendant des années, des années, des années. Et donc, il publie ses livres et tout, mais on lui racontait n'importe quoi. Et à un certain moment, comme il revient, et puis c'est devenu un peu un ami, et puis peut-être qu'il a aidé aussi pour certaines démarches avec l'administration, etc. Donc, il devient un de nous. Donc à un certain moment, il y a le conseil des sages qui se réunissent et qui disent: bon, ben là, maintenant, il fait un peu partie de nous, donc il faudrait lui dire peut-être la vérité. Et donc la prochaine fois que l'anthropologue arrive, ils disent: écoute, on a quelque chose à te dire, en fait, tout ce qu'on t'a appris jusqu'à maintenant, c'est faux. Et là, l'anthropologue il est halluciné. Enfin, il se dit: mais c'est pas possible. Enfin, il a fait toute sa carrière sur les bouquins, en fait, donc sur du faux. Et là-dessus, en fait, donc, il dit: mais vous vous rendez compte, mais comment est-ce que vous avez pu me faire un truc pareil? Enfin, c'est impensable. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est là que les sages lui disent, mais oui, mais justement, il fallait d'abord que tu connaisses le faux pour que maintenant tu peux connaître le vrai. Parce que seulement si tu connais le faux, tu peux aussi connaître en fait le vrai. Et donc moi, toute ma démarche pour aller à l'université sportive de Pékin, c'était connaître le faux. J'étais vraiment parti pour ça. Et donc les circonstances de la vie ont fait que j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'il y a eu François, et puis et ça m'a vraiment permis pour moi-même de faire la distinction entre certaines choses, et de clarifier certaines choses. Et c'est vraiment, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Et dès qu'on est dans les processus de modernisation, on est toujours dans des processus où on veut quantifier les choses, on veut standardiser les choses. Après, on veut créer justement, on veut créer des fédérations, on veut faire des compétitions, donc il faut standardiser. Après, il faut faire des curriculums qui sont standardisés. Puis on va faire des formations avec des niveaux, donc qui sont à nouveau, on va créer des standards, on va quantifier par l'extérieur. Puis après, tu ne peux pas dire à quelqu'un: vous allez faire un master, ça prend 5 ans quand même, pour faire t'inscrire à l'université, c'est 5 ans. Puis après, tu vas dire: oui, mais pas sûr que tu auras le diplôme. Tu peux pas. C'est la personne, si elle répond donc aux examens, etc., elle a bien répondu, etc., tu dois lui donner le diplôme. Quand tu fais une formation, même maintenant il y a des formations de Qigong, je sais pas, sur 2 années ou des choses comme ça. Mais si tu fais tous les trucs, tu peux pas ne pas donner le diplôme à la personne qui a dépensé l'argent, qui a fait tous les trucs pour avoir justement le diplôme, pour peut-être après enseigner ou des choses comme ça. Mais traditionnellement, il pouvait y avoir des gens, vous pratiquez quelque chose, que ce soit le yoga, que ce soit Tai Chi, mais certaines personnes ne vont
jamais avoir pour vocation d'enseigner. D'autres personnes, peut-être ils ont déjà pratiqué d'autres choses et on va les pousser là-dedans. Donc la pratique, là aussi, quand on est dans une pratique, c'est une voie. C'est pas uniquement une technique, c'est Bujutsu, Budo. On est dans une voie. Mais la voie, même si les pratiques peuvent être les mêmes, vues de l'extérieur, mais l'impact dans la vie et ce que tu vas en faire, entre guillemets, ne sera pas la même chose par rapport à tout le monde. Et certaines personnes, peut-être après quelques années, vont enseigner, puis d'autres, après 20 ans ou 30 ans, c'est pas leur rôle. Eux, c'est le fait déjà de se purifier, de s'harmoniser, de faire ce travail-là. Mais ça, c'est impensable dans le modèle moderne. Imagine, tu fais une formation, tu dis, peut-être, je sais pas sur un diplôme ou pas. Hein. Et certaines personnes ont passé le diplôme en 2 ans et d'autres en 20. Et d'autres l'auront jamais. C'est pas possible. Il faut des standards qui soient égaux, qui soient normés, qui soient... voilà. Et donc, sans se rendre compte, parfois on veut au départ lancer peut-être des choses justement pour sauver les systèmes de savoir traditionnels. Donc il faut les institutionnaliser, il faut les mettre à l'université. Et donc moi je faisais partie de ça. Je voulais apporter justement le dialogue interculturel avec ces systèmes de savoir différents à l'intérieur de l'université aussi, en disant pour que ce soit reconnu. Donc c'est important pour que ça soit reconnu. Et petit à petit, j'ai vraiment commencé à prendre conscience que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'il y a certaines choses, le savoir, c'est aussi du pouvoir. Et qui impose quel pouvoir ? Quand on dit, ce que j'ai souvent entendu, oui, l'acupuncture, c'est vrai, c'est pas mal, mais ça sera bien quand même quand ça sera scientifique, quand on aura expliqué, tu vois. Et je dis, mais attendez. Et l'idée qui est sous-jacente, c'est que c'est un système qui marche un peu au pif. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé des trucs qui fonctionnent un peu, mais c'est pas scientifique, quoi. Enfin, c'est pas... donc, ça sera bien le jour où ça sera scientifique, qu'on saura vraiment expliquer ce qui se passe. Oui, mais... Alors, il faut leur dire, mais attendez, mais il y a l'explication. Tu as toute l'explication. Il te dit, c'est le chi, c'est les méridiens, on t'explique tout ça. Et là, le scientifique moderne, il te dit, ah oui, non, mais moi, je veux l'explication avec mon système à moi. Je veux que ça soit expliqué en termes de mon modèle de l'être humain. Et je veux l'avoir en français, en anglais, et pas en chinois. Et tant qu'ils ne me traduisent pas leur truc dans mon cadre, je considère que le truc, il n'est pas, entre guillemets, scientifique. Mais si le cadre n'est pas le même, et que notre cadre ne permet même pas d'exprimer les choses de la même manière, tu as un problème. Et donc, si on se rend compte de ça, après on peut essayer de créer un dialogue entre ces différents cadres. Et ça peut être très 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 enrichissant de le faire. Mais si sans se rendre compte, il y a un des cadres qui impose et qui essaye de prendre un autre cadre, mais on essaye de le mettre à sa sauce, et quand ça marche pas, on dit, vous voyez votre truc qui marche pas. Alors que l'autre te dit, oui, mais attendez, nous, à la base, c'est pas ce qu'on fait. Enfin, vous nous demandez de rentrer dans un truc qui est pas ce que nous, on fait, mais on essaye de vous parler. Et après, vous nous critiquez sur des choses qui sont inconsistantes, alors que chez nous, c'est pas comme ça qu'on aborderait les choses. Et donc, pour revenir, par exemple, à Darshan Shankar, c'est pour ça que donc, quand il a créé sa fondation et donc son institut, une des grandes originalités, c'était de dire, nous, on essaye de faire de la science moderne traditional science-based research, donc de la recherche qui est basée sur le savoir traditionnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc par exemple sur l'histoire du paludisme que j'ai dit tout à l'heure, au lieu de faire ce que font beaucoup de labos, qui est de dire, vous Vedya, pratiquant de l'Ayurveda, dites-nous quel est votre médicament que vous utilisez ou quelle plante vous utilisez contre le paludisme, et puis on va tester, puis on va voir le truc, et puis on va vous dire si ça marche ou si ça ne marche pas. Il dit, ce qu'on va faire, vous avez diagnostiqué quelqu'un avec du paludisme, ok, maintenant vous nous l'envoyez. Et nous, on le diagnostique à notre manière. Et on le traite à notre manière. Mais pendant qu'on est en train de faire ça, faites tous les tests que vous voulez. Par rapport à comment les différents indicateurs de son corps changent par rapport à votre manière. Et voyez ce qui est en train de se passer. Et là, voyez après ce que c'est efficace ou pas, comment c'est efficace, etc., etc. Et aussi, par exemple, sur certaines recherches, on dit de manière
traditionnel que par exemple certaines plantes, c'est pas uniquement la plante, mais il faut l'accueillir à certains moments, hein, dans le mois, que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, ou alors je sais pas, plutôt à minuit ou plutôt pendant la journée, ou plutôt, enfin, il y a différentes plantes doivent être cueillies pardon, traditionnellement à différents moments. Pour la science moderne, il n'y a pas de différence entre la plante cueillie à tel moment et à tel moment. Donc normalement, c'est même pas considéré comme, comme quelque chose de valide. Et une des choses, par exemple, qu'ils font dans leur institut, c'est dire, ok, nous avons dans les textes traditionnels certaines indications quant au moment de cueillir une plante donnée. Ok, c'est magnifique. Donc cueillons cette plante à ce moment-là, cueillons d'autres à un autre moment, et faisons tous les tests scientifiques qu'on fait d'habitude pour voir est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il n'y a pas de différence. Et quand on est dans ce genre d'approche-là, ça peut être extrêmement intéressant justement d'éclairer, hein, d'avoir deux manières différentes d'aborder les choses et puis un peu de les confronter, puis de voir ce que ça peut donner. Mais très souvent, c'est pas ce qui se passe. Très souvent, c'est un cadre qui est imposé en fait dans l'autre cadre, et parfois il mutile en fait le cadre original, traditionnel, et dans certains cas, c'est pas uniquement qu'il le mutile, mais il le transforme complètement. Donc comme l'exemple que j'ai donné par exemple par rapport au tai chi de compétition, hein, le wushu, ce qu'on appelle dans le sens général, quand on parle wushu, on pense souvent à la manière sportive de faire les arts martiaux traditionnels chinois. Voilà. Donc ça, c'est quelques idées comme ça, mais donc elles me tiennent beaucoup à cœur. Parfois, on n'a pas trop le temps de parler de ça, mais c'est important. Donc, et même sur le côté thérapeutique, hein, l'être humain, la médecine traditionnelle chinoise ou l'Ayurveda, la médecine, c'est pas que le corps physique, c'est tous les différents aspects, le côté énergétique, puis il y a le côté l'esprit, il y a tout ça qui fait partie. Et donc quand on commence à prendre certaines parties, parce qu'on dit par exemple pour la médecine moderne, c'est pas le côté l'esprit, l'énergie, tout ça, c'est des choses que ça n'existe pas vraiment, on ne sait pas trop, etc. Et qu'on se dit, je vais juste prendre telle pratique ou tel truc parce que ça va physiquement faire telle ou telle chose. On est en train de sortir une partie d'une démarche qui est beaucoup plus vaste que ça. Et vous avez parfois donc sur des pratiquants qui sont dans le modèle moderne. Alors c'est un peu curieux parce qu'il y a même une contradiction dans leur approche. Si on veut expliquer scientifiquement par exemple le chi, hein, qui circule, et puis il dit non, maintenant on a fait les études, on s'est rendu compte que justement c'est les nerfs et c'est les impulsions nerveuses qui circulent dans les nerfs, etc. C'est ça le chi dont parlaient les maîtres. Et ils disent oui, alors mais alors comment ils savaient? Ah oui, parce qu'à l'époque, je sais pas, ils avaient encore un truc, donc de nos jours on peut plus sentir, mais eux ils étaient très forts, ils arrivaient à sentir ça, et en fait ils ont expliqué ça comme ça. Alors que quand tu pratiques, non, je dis pas qu'il n'y a pas des choses qui se passent dans ton système nerveux, mais l'énergie, bien sûr tu la sens, tu sens comment elle circule, enfin c'est très concret, tu peux l'utiliser en tant que tel. Mais là, parfois, j'ai rencontré des personnes qui ressentaient rien, mais qui essaient de t'expliquer qu'en fait, quand les autres parlaient de chi, en fait, ils mettaient un nom un peu vague et un peu, comment on dit en français, même un peu superstitieux ou quelque chose comme ça, sur en fait un truc qui s'explique scientifiquement, qui est les influx nerveux et l'électricité qui circulent dans les nerfs. Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais par rapport aux personnes qui, parfois, font pas le travail, etc., ça leur permet de se rassurer. Ils disent, mais non, mais regardez, mais je le pratique, et je le fais. Et regardez, au contraire, oui, mais c'est normal que moi je sens pas à l'époque qu'ils sentaient, mais je sais, moi, maintenant, ce que c'est vraiment. C'est juste, c'est les influx nerveux. Puis d'ailleurs, on peut les tester, on peut les voir avec les machines médicales, avec etc. Et donc, vous voyez, il y a toute une transformation, en fait, on imagine même plus que ces arts étaient. Hein, avec peut-être la meilleure bonne foi du monde, on les réduit à quelque chose qui est vraiment un vague écho, lointain écho de ce qu'ils étaient à l'origine. Et si quelqu'un vous dit que si vous voulez vraiment comprendre, il faut changer votre approche, donc là on revient à nos premières lettres, au départ vous résistez, vous ne voulez pas. Vous dites, non, la science, on a prouvé la science, on sait tout ça, donc on connaît la bonne pédagogie,
Donc, on a du mal à accepter qu'il faut peut-être aborder les choses de manière complètement différente que ce qu'on a initialement pensé pour pouvoir les goûter. Mais si on accepte, après on se rend compte, c'est pas très compliqué, parce que parfois les questions c'est oui, mais est-ce que pour un occidental c'est pas un peu compliqué, ou est-ce que pour un tel c'est pas compliqué de... Non, c'est pas compliqué. C'est très simple. Si vous faites les choses, pratiquez, goûtez, puis petit à petit, ok, il y a les choses qui vont se passer, et puis on va avancer. Donc c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué parfois, c'est qu'on ne veut pas lâcher, on voudrait que les choses soient d'une certaine manière, on ne veut pas accepter que ça soit différemment. Et tous ces problèmes-là sont bien sûr multipliés par moult fois quand ça devient après des histoires de fédération, des histoires de certification, des histoires de... Parce que là, il y a tout le pouvoir qui est derrière. Hein, qui a le pouvoir pour définir ce qui est une bonne pratique ou ce qui n'est pas une bonne pratique, ce qui est, etc., etc. Donc, vaste question. Allez, donc là, si tu as des réactions ou des questions. Bah oui, t'en as dit beaucoup, en tout cas. Tu as répondu en fait à toutes mes questions qui te venaient à chaque fois. Donc voilà, mais il y en a une. Donc vous êtes resté, toi pour toi, 1 mois là-bas et François 6 mois, c'est ça? François est resté 6 mois et moi je suis resté 2 mois en fait. D'accord, 2 mois, ok. Et le premier c'était plus Tai Chi et puis le deuxième mois c'était surtout pas quoi. D'accord. Mais vous avez pratiqué avec la façon moderne en réalité. Ah bah là à l'université oui. Et François lui l'après-midi en fait il faisait avec un autre maître donc de l'université, il faisait Qigong. Donc lui il faisait le cursus complet on va dire Qigong et on va dire au sens large, Tai Chi, il y avait le Pakwa. Il y avait différents styles de Tai Chi, puis surtout le Pakwa qu'ils avaient mis en plus. Et donc moi, j'étais uniquement sur le groupe de Tai Chi. Donc en fait, ça a dû le fait de travailler de la façon moderne, vous avez cassé un petit peu votre traditionnel. Ça a dû vous faire tout drôle en réalité de travailler comme ça. Ça a fait tout drôle. Et avec Chélie, donc François, par exemple, quand tu travailles le Pakwa, c'est ça que je vous dis aussi de la forme 24, par exemple, que je vous fais travailler. C'est une forme moderne, hein, c'est une forme simplifiée de Tai Chi. Et que même certaines personnes traditionnelles, hein, qui font le style Yang ou des choses comme ça, même si tu leur mentionnes que tu travailles la forme 24, enfin, ils se moquent de toi. Enfin, c'est n'importe quoi, la forme 24. Regardez le pignouf, il fait de la forme 24, c'est même pas du Tai Chi, c'est du moderne, ça, toi, etc. Donc il y a vraiment parfois une réaction comme ça de dire mais c'est n'importe quoi. Enfin toi c'est voilà. Mais par exemple pourquoi est-ce que je vous fais faire travailler la 24? La 24 tu peux la travailler de manière différente. Tu peux la travailler en côté on veut dire compétition etc. en t'explosant complètement. Ou alors tu peux au contraire la travailler avec l'intention que j'ai décrite tout à l'heure. Et là, ça peut être un outil qui est extrêmement intéressant pour travailler. Après, dans les différentes formes aussi de Tai Chi, elles ne sont pas tout à fait au même niveau. Même dans les différents styles de Tai Chi, il y a des... Vous ne travaillez pas sur les mêmes plans, on va dire. Alors, ça c'est... Donc il y a une progression là-dedans. Mais en même temps, vous pouvez faire un mouvement tout simple. Rien que les mouvements qu'on fait là, j'inspire là et j'expire. Rien que ce mouvement-là, si vous le travaillez avec la bonne intention, il peut ouvrir plein de choses et de commencer à vous faire sentir l'énergie, etc. Alors que le mouvement, il est très simple. Ou alors, si vous le faites dans une autre intention, je ne sais pas que c'est pour compétition, il faut faire les mouvements, vous pouvez le faire plein de fois et puis il n'y a rien qui va venir par rapport à ça. Donc la manière de travailler est extrêmement importante. Et c'est pour ça que je disais quand François, par exemple, au départ, il faisait son Pakwa, mais il le faisait un peu à la manière, avec sa manière de travailler. Donc les 8 paumes qu'on travaillait, ils sont tout à fait corrects en tant que tels. C'est pas que le contenu est faux, mais c'est la manière de l'aborder. Et donc lui au départ, il faisait ça, mais tant qu'il faisait entre guillemets correctement de manière traditionnelle, dans les yeux du prof, c'était pas encore tout à fait ça. Et au moment, justement, la fameuse fois que j'ai relatée tout à l'heure,
où il a fait comme on lui demandait de faire, mais où pour lui, il se sentait complètement faux. Et c'est pour ça, quand je le regardais, moi aussi à l'intérieur, je me disais, mais j'avais honte dans le sens, je me disais, mais attends, arrête François, ça se voit trop à quel point tu vois que c'est pas correct en fait ce que tu es en train de faire, que tu es en train de singer le truc qui est faux, tu vois, etc. Mais là, non, là c'est bon, il faut le faire comme ça. Donc après, François n'a pas continué à faire comme ça aussi tout le temps. Puis bon, de temps en temps, bon, tu joues un peu le jeu, mais ce qui ne veut pas dire que le matin, tu ne fais pas tes propres pratiques à toi-même. Et que moi, l'après-midi, ben, j'allais voir aussi l'autre prof qui était dans une approche plus, on va dire, traditionnelle. Après, il y a différents niveaux auxquels on peut travailler. Mais donc, moi, toutes mes après-midi, quand je faisais le Tai Chi Style Chen, là, on passait des heures et des heures à faire le Chan Jing, à faire toutes ces choses-là, etc. Donc, oui, j'ai pas fait pendant 2 mois, et François, pendant 6 mois, on a arrêté toutes nos pratiques, on a fait que ce qui nous a servi là. Et d'ailleurs, là où c'est même un peu difficile, c'est pour ça peut-être que cette fois-là m'a marqué aussi avec François qui a essayé de singer, c'est qu'à un certain niveau, tu peux pas. Quand c'est tellement devenu toi, si toi tu me demandes de faire faux, je vais me sentir malade. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que ce que je fais c'est parfait. Enfin non, il y a un grand chemin à faire pour continuer à perfectionner, à connaître. Mais par rapport aux choses qui sont déjà installées, si tu me demandes par exemple juste, je sais pas, je vous fais les mouvements, mais que j'essaierai de vous faire les mouvements sans sentir l'énergie. En fait, c'est juste en disant maintenant, vous faites le mouvement. Rien que là, ce que je viens de faire, j'ai fait le mouvement comme ça, mais je me sens pas bien. Tout de suite, je me sens pas bien. Et si tu m'obligeais de... Je sais même pas si je serais capable. Je crois que je serais pas capable, honnêtement. Mais je crois que si tu m'obligerais d'une manière ou d'une autre pendant 5 minutes à faire, je sais pas, ou 6 minutes, de faire la forme 24 sans les ressentis, mais quand j'aurais terminé, je serais probablement malade. Et parfois, certaines personnes qui travaillent certaines choses, quand c'est vraiment pas bon énergétiquement, t'as pas envie de regarder. Et tu peux avoir des gens qui sont moins athlétiques, etc., mais qui vont être plus corrects, ça pose pas de problème. C'est un peu comme dans la musique, je sais pas si t'es un prof de musique et que t'as un élève qui te fait des fausses notes, mais horribles, quoi. Donc quand alors t'es prof, ok, mais quand t'as ces fausses notes, enfin ça te hérisse tout le corps, enfin tu vois, et par rapport à certaines pratiques comme ça aussi dans le tai chi, c'est un peu la même chose. Donc il y a certaines choses, quand tu vois certaines personnes, rien que de voir déjà ça t'affecte négativement. Puis par rapport à soi-même, voilà, d'une certaine manière, quand tu as travaillé à un certain niveau, tu peux pas complètement l'enlever, ça. Alors après, il peut y avoir des mouvements qui font peut-être pas tout à fait sens ou quoi que ce soit, mais ta manière de bouger, enfin, tu peux pas t'en défaire, quoi. Mais ce qui va faire aussi que probablement tu seras jamais un champion dans le cadre sportif, parce que justement tu n'arriveras pas à faire le mouvement qui est fait pour la caméra ou qui est fait pour les juges. Hein, si c'est un mouvement qui est pas cohérent, on va dire par rapport à la pratique, tu auras du mal à le faire. C'est parce que tu fais une fausse note. Et alors consciemment de faire des fausses notes, là, c'est dur. Donc en réalité, ça n'a pas été une belle expérience, mais une belle expérience aussi. Parce que du coup, comme tu dis, ça vous a permis à tous les deux de connaître la différence qu'il peut y avoir entre le moderne et le traditionnel. Enfin, même peut-être que vous le saviez d'avance, je ne sais pas. Écoute, je vais pas parler pour François, et bon, lui aussi il a trouvé d'autres choses, puis il est resté plus longtemps, donc ça lui permet aussi de voir certaines autres choses, etc. Mais pour moi, c'était une excellente expérience. Si tout moi j'étais vraiment... Alors, j'aurais pas fait ça pendant des mois et des mois. Pour la petite anecdote, normalement, là-dessus, donc sur ce que j'ai fait, j'ai passé l'examen pour les trucs. Donc j'avais droit, en fait, ils te font le certificat pour le module que tu as passé. Donc toi, si tu fais le truc en entier, tu as carrément, je sais pas, le truc de coach,
de tai chi bien-être ou quelque chose comme ça. Et sinon, en fait, t'as la certification sur le module. Donc, j'ai aujourd'hui la certification pour le Pakwa et puis pour le tai chi. Ben, je suis même pas allé le demander. Ça, ça m'intéressait pas par rapport à ça, tu vois. Mais le fait de le vivre, puis le fait chi, quand on faisait le pakwa, là, les paumes de pakwa, c'est les paumes que tu retrouves, hein, c'est les paumes de base, c'est ce que je vous ai montré aussi, hein, les 8 paumes mères. Euh, bah après, tu les travailles, bah, ça permettait quand même de les travailler. Tu vois, le prof, comment te dire, si tu as déjà tout un travail aussi avant, après on te fait travailler la chose, bon, tu te dis c'est peut-être pas la forme la plus élaborée énergétiquement ou quoi que ce soit, mais bon, c'est des trucs de base là, donc les trucs de base, ben, ça te fait toujours travailler quand tu les travailles. Et toi, tu vas apporter déjà tout ton passé. Donc après, quand je te dis que le prof reprenait François ou nous reprenait, en même temps, par rapport à des gens qui n'ont jamais travaillé, on a quand même plutôt une bonne forme de corps, tu vois, on bouge plutôt bien, nos muscles fonctionnent. Donc en fait, il était en train de donner certaines suggestions, mais en gros, notre pratique, si tu... Il ne faut pas avoir l'impression qu'on détonnait complètement. Tu sais, à la base, tu nous regardais, ben, chacun travaille à sa manière, on était une des personnes qui travaillait un peu à sa manière, tu vois, dans le groupe. Et... donc d'une part, bah, c'était sympa par rapport à ça. Puis le groupe était sympa. Puis bah, surtout, pour moi, la rencontre avec François, c'était sympa. Puis moi, j'avais mon autre prof dehors, toi, donc c'était sympa. Puis bah, ça m'a permis, donc à l'époque, de voir aussi. Tu sais, après, tu vas un peu dans les parcs, tu vas dans les trucs. Enfin, tu sais, tu t'imprègnes aussi un peu par rapport à la Chine. C'était pas évident à Pékin. Là, il devait faire 40 degrés ou un truc, puis c'était assez pollué. Enfin, tu vois, mais tu es confronté aussi un peu à toutes ces choses-là. Donc tu vois la Chine. Moi, je connaissais la Chine dans mon académie, là, toi, au nord de la Chine. On était à 1 heure de la ville la plus proche, toi, sur la petite colline, dans la forêt de pins, tu vois, etc. Puis après, quand j'étais à Wutang, et là, bah, tu connais un peu la réalité des comment dire, des grandes villes chinoises. Puis on était à l'université sportive, donc tu sais, ils organisaient aussi, je sais pas, championnat de wushu, donc tu vas voir le championnat de wushu. Enfin, tu as du très haut niveau, hein. Enfin, c'est juste, c'est l'université d'élite par rapport à ce genre de pratique quand même, tu vois. Donc de pouvoir être sur place comme étudiant, tu vois, et de voir là, le top niveau chinois, tu vois, ce qu'ils sont en train de faire, etc. Enfin, c'est quand même... enfin, moi, je suis anthropologue aussi, tu vois, donc là, j'y étais allé un peu comme anthropologue. Tu vois, c'était pas... Pour moi, ce séjour-là n'était pas principalement séjour pour pratiquer pour moi. Tu vois, c'était plus pour j'essayer de comprendre certaines choses. Mais je pense, parce que donc on vient de le mentionner, il y avait la compétition de, de, de Wushu. Bah, sur une matinée, je sais pas, il y a 4-5 des compétiteurs qui sont repartis sur le brancard. Et c'était toujours sur des histoires, mais c'est hallucinant ce qu'ils font. Ils te font genre tu sautes, tu sais, avec des vrilles, des saltos, des machins, tu réatterris sur une posture ou parfois sur une jambe ou des trucs comme ça. Et en fait, bah, tous ceux qui sont repartis sur le brancard, c'était des mauvaises réceptions après le saut. Tu sais, où tu n'avais pas l'appui, un truc, et puis c'est le nous, choc, 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 tu vois. Mais là, tu te dis, ok, bon, ben c'est... ok, je vois une matinée, puis c'est pas un, mais tu as plusieurs personnes qui repartent parce que genou abîmé, machin abîmé, etc. Et là, tu te dis, ben, ouais, à nouveau, je suis le premier à adorer ça. Que ce soit pas uniquement en spectacle comme ça, mais quand tu regardes les films de kung-fu, c'est ça, c'est pas du vrai kung-fu. C'est aussi c'est de l'acrobatie, j'adore. Quand tu as des Jet Li, hein, qui est très connu, ben lui, en fait, il était de l'université sportive de Pékin. Hein, il était champion de Chine, mais il était formé à l'université sportive de Pékin. Et donc vraiment, les gens que tu as là-bas, c'est du très, 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 très haut niveau. Enfin, c'est vraiment, c'est les athlètes sélectionnés sur toute la Chine. Tu vois, donc c'est vraiment, c'est extraordinaire. Donc par rapport à ça, c'était une expérience magnifique. Tu vois, de voir comment ça fonctionne, d'être sur place. Et surtout, je me rends compte, donc après coup, que bah, moi, c'était les questions qui me tracassaient déjà un peu avant.
Et ben, j'ai réussi à travers cette expérience de comprendre ce qui se passait. Puis ben, ça m'a donné le contact avec François, hein, avec lequel on est resté amis depuis, et que on continue à travailler ensemble et d'échanger, etc. Donc, non, c'était vraiment extraordinaire. Et d'une certaine manière, hein, c'est ce que je vous disais à un autre moment, la méthode traditionnelle, il faut laisser le temps aussi aux gens de faire leurs expériences. Donc, je fous, me corrigez pas sur chaque chose. Donc, ils te laissaient partir sur 2-3 mois, expérimenter un truc, bon, ok. Mais explore aussi où sont les cul-de-sac, explore aussi où ça va aller plus loin ou pas. Donc, à un niveau plus large, cette expérimentation-là, c'était aussi expérimenter où sont les limites d'une certaine approche. Ouais. Mais avec le truc qui était chouette, quelles sont les limites d'une certaine approche? Mais les gars avec lesquels on travaillait, c'était pas des n'importe qui. C'était les gars au niveau mondial, au top niveau mondial. Donc quand tu vois que l'approche t'amène pas au même endroit, c'est pas parce que le prof était pas bon. Le prof qu'on avait était plusieurs fois médaillé d'or en Chine, en steel chain, etc. C'est le top niveau. C'est le top niveau. Donc en fait, si le top niveau t'enseigne et que les résultats sont pas les mêmes, c'est que c'est pas le problème du prof. C'est pas que le prof ne sait pas t'enseigner ou le prof, non. C'est que c'est dans la manière de travailler que c'est pas pareil. Et donc c'est pour ça que c'était vraiment c'était extraordinaire, tu vois. Enfin, pour moi, c'est vraiment je regrette absolument pas, tu vois, ces 2 mois, c'était vraiment non, enfin voilà, c'était très très chouette et très très enrichissant. Et donc un exemple comme quoi bah, le cheminement, c'est pas tout droit, hein. Parfois, il faut faire des détours, parfois, il faut aller voir autre chose, parfois, il faut venir en arrière. Et puis, parfois, donc selon les peuls, hein, il faut même connaître aussi le faux, parce que sinon, tu ne connais pas le vrai. Et je dirais là où c'est pas faux, c'est que si tu n'as pas de comparaison, comment est-ce que tu sais, admettons que tu fais même le truc qui est juste, mais si tu l'as jamais frotté à autre chose, comment est-ce que tu sais? Enfin, tu sais par rapport à tes ressentis, mais si quelqu'un te dit oui, mais il y a telle approche, il y a telle approche, il y a telle approche, comment est-ce que tu fais la différence entre ce qui tient la route et ce qui ne tient pas la route? Donc, de s'être un tout petit peu frotté au moins aux choses qui ne tiennent pas la route, c'est aussi important. Et je reprécise, parce que je ne veux pas créer des polémiques ou des trucs comme ça, quand je dis le vrai et le faux, c'est quelle est l'intention? Quelle était l'intention première des arts traditionnels et quelle est celle des sports modernes? Si on n'est pas dans la même intention, ben, l'intention, la vision du monde sous-jacente est différente, donc forcément, ça va impliquer plein de choses qui vont être différentes, même si on emploie le même mot, etc. Maintenant, si j'ai envie d'être un athlète et que une certaine performance physique m'intéresse, un certain contrôle de mes muscles, de mon corps m'intéresse, etc., ça peut être extraordinaire pour moi d'aller faire le wushu. Hein, moi, par exemple, j'arriverai jamais à te faire les triples sauts, vrillés, salto, machin. Je peux pas. C'est pas en faisant mon tai chi que je vais développer ça. Par contre, quelqu'un qui a envie de développer ça et qu'il aime bien aussi, je sais pas, les armes, le truc, regardez certaines formes sur YouTube, même de tai chi, où il y a des trucs acrobatiques. Bah, si tu as envie d'explorer ces choses-là et que le côté un peu plus, on va dire, intérieur, etc., t'intéresse un peu moins, bah là, tu auras vraiment trouvé la manière de t'exprimer avec ce wushu tai chi. Et pour arriver à un top niveau, c'est énormément de travail. Puis bien sûr que tu vas apprendre énormément de choses sur toi-même en le faisant aussi. Donc quand je dis faux, hein, c'est par rapport à quoi on parle. Par rapport au cadre moderne, moi, ce que je viens de raconter sur le cadre traditionnel, c'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut une pédagogie qui soit bien cadrée, machin, il faut etc., etc. Mais si je change le regard et je regarde du point de vue traditionnel, je regarde ce système moderne, je dis, bah, il est faux. Mais en même temps, des deux cadres, on peut dire, c'est vrai. Ah, d'après leur point de vue et dans leur objectif, c'est vrai ce qu'ils font. Et l'autre, ok, c'est vrai aussi.
Et après, il faut juste savoir, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on veut faire, quoi. À quoi on veut passer notre temps. Mais en même temps, regarde, moi, si on prend mon exemple, je sais pas après, hein, c'est une question en même temps que je te pose. Si j'avais commencé avec des formes, si tu m'avais appris avec le côté moderne, mais jamais j'aurais pu pratiquer le tai chi. Parce que moi, aujourd'hui, si je peux pratiquer, c'est bien parce que tu m'as montré les bases de le tai chi traditionnel. J'ai pu quand même réparer un petit peu mon corps qui était un peu... tu vois, tu te souviens que j'avais le dos quand même assez tordu, je marchais pas droite, voilà, j'étais un peu désorientée au niveau de mon corps. Et tout ça, je pense pas l'avoir... je pense pas que j'aurais eu... là, mon corps, je le trouve quand même un peu plus droit. Mon dos, je n'ai plus mal. Et j'arrive à marcher les pieds devant l'autre sans... voilà. Je trouve que j'aurais pas eu tout ça, en fait, si j'avais pas passé, si j'étais pas passée par les formes traditionnelles. Je crois que les gens, tu sais, on est quand même attirés par ce qui nous correspond. Tu serais allé... Alors, il y a deux choses. Peut-être que... Alors, après, il y a le choix, combien de profs il y a. Mais par exemple, si tu as différents profs dans un lieu donné, peut-être que tu vas essayer un endroit et puis c'est pas ce que tu es allé chercher. Alors peut-être au départ tu sais pas, donc après tu penses que c'est le tai chi qui est ça, donc finalement après tu vas te dire je vais peut-être faire du yoga ou je vais faire autre chose, jusqu'à ce que tu sois dans un truc où tu as l'impression que là ça correspond à ce que tu recherches. Donc ça c'est une chose. Et certaines personnes qui viennent chez nous, donc qui viennent entraîner avec moi, et puis c'est pas leur tasse de thé, pour des raisons X, Y ou Z, ils préfèrent autre chose. Donc je crois premièrement, il y a naturellement que quand même on a cette intelligence si on s'écoute un tout petit peu pour dire oui, ça c'est le genre de pratique, ça me fait du bien et puis ça me fait évoluer et puis j'aime bien. Voilà, et donc c'est pour ça que je le fais. Ou de dire non, ce truc là peut-être que c'est bien mais c'est pas pour moi, tu vois, ou je sais pas, là j'accroche pas, ou ça m'apporte rien, ou même ça me met mal à l'aise. Tu vois, donc il y a déjà je dirais un choix quelque part qui s'opère par rapport à ça. Et puis après il y a une autre chose, surtout au départ, que si toi tu vas tomber avec un prof, on va dire, qui va être peut-être dans un certain moule, peut-être un peu moins interne, mais il va donner, au départ c'est déjà les mouvements qu'il faut apprendre, etc. Tu peux avoir toi-même en fait cette histoire de vouloir sentir ce que tu fais. Je t'avais dit, moi l'intérêt pour le tai chi, quelque part il est venu à travers le karaté. Parce que ça circule, comment ça circule. Donc j'avais commencé à ralentir par moi-même, même avant de commencer à faire du tai chi. Donc même si j'étais tombé sur quelqu'un qui me montre juste du tai chi sportif, mais moi, ce qui m'aurait intéressé dedans, parce que j'avais déjà ressenti cette énergie, c'est ça qui m'aurait intéressé. Après, peut-être, au départ, il n'aurait même pas vu que je suis en train de faire autre chose que lui, avec les mêmes mouvements que lui, mais je cherche autre chose. Puis à un certain moment, quand j'aurais eu envie d'aller plus loin, je me dis, c'est pas avec telle personne que je peux vraiment continuer pour aller plus loin. J'ai eu une amie, d'un de mes amis, une fois, qui est venue me voir et qui m'a parlé, parce qu'elle aime bien le tai chi, c'est très chouette, là, elle en fait depuis 2-3 ans, et puis c'est pas mal. Mais là, elle ne sait pas si elle va continuer ou pas continuer, parce que vers où ça va, tu vois, enfin, c'est agréable de bouger lentement, etc., mais vers où on va? Puis on parle un peu, et puis je lui dis, mais non, mais justement, c'est les techniques qui permettent de comprendre les principes, et puis à travers les principes, on transforme la situation. Mais quel principe? Et je dis, les principes de base, par exemple, il y a un haut, il y a un bas, ah bon? Il y a des principes? Je dis, oui. Elle dit, ah bon, nous, on nous a jamais parlé qu'il y avait des principes. Et je dis, ah bon? Il dit, non, nous, c'est juste, on bouge lentement, quoi, on fait les mouvements. Et je dis, mais dans votre travail, le prof, il vous explique pas? Il dit, non, en fait, on fait la forme comme ça avec lui, puis il a fait un DVD, alors j'ai le DVD de lui comme ça pour pratiquer. Et après, en fait, une fois que tu connais le premier truc, après, il y a le deuxième DVD, en fait, c'est la deuxième partie. Et je dis, ok, d'accord. Et en fait, en parlant avec elle, donc c'était même un gars qui avait créé son propre style de tai chi. Donc, et elle m'a montré les vidéos. Et manifestement, c'est quelqu'un, oui, il avait fait peut-être de la danse, des trucs comme ça, il a fait un peu de tai chi. Et lui, ce qu'il a retenu, c'est une belle manière de bouger doucement, tu vois, ou un truc comme ça. Et puis le fait d'être doux et tout ça, voilà, ça nous harmonise. Et puis on est, voilà. Mais il n'y avait rien d'autre.
Et donc là, après, je lui ai dit, ah bah là, je comprends ce que tu me dis, effectivement. Donc en fait, ça t'a fait du bien pendant 2-3 ans, parce que tu étais stressé, tu avais une vie stressée, etc. Et donc là, même en faisant ça, c'était, bah, je me lâche, tu vois, et puis je me ralentis, puis je respire, et puis je fais des mouvements, puis c'est joli, tu vois, c'est un peu comme une danse, tu vois, je fais une chorégraphie, tu vois, donc c'est sympathique. Donc en fait, pendant, je sais pas, 2 ans, donc ça lui a fait du bien. Mais après 2 ans, donc petit à petit, il commençait à se dire, oui, mais tout ça pourquoi? Enfin, on va où là? Tu vois, enfin, c'est quoi le truc? Et là, en fait, bah, son prof en question, il n'y avait pas de réponse par rapport à ça, parce que le gars, bah, bah, c'était pas ce qu'il proposait, enfin, c'était pas ce qu'il recherchait lui. Et donc, bah, quand moi je suis passé dans le coin, bah, il y a son copain qui me dit, Christophe, viens dîner chez nous, tu sais, il y a ma copine, faut que tu parles avec elle, elle serait très intéressée que tu discutes un peu par rapport à sa pratique de tai chi. Et elle savait pas pourquoi elle était pas contente, tu sais, et elle se sentait même genre un peu coupable au départ, parce que comme moi je pratiquais, donc, en fait, donc elle était en train de dire, bon, moi, j'en ai fait pendant 2 ans, mais là franchement, enfin, ça mène nulle part. Et donc elle n'osait pas tellement me le dire comme ça, parce qu'elle voyait, moi je suis un gars qui fait beaucoup le tai chi, elle faisait pas les différences, qu'il pouvait y avoir différentes manières d'aborder le tai chi. Donc toi, elle se sentait même un peu coupable que genre, ben, y en a d'autres, apparemment, ils sont zen, ça leur apporte, et ça fait 4-5 ans qu'ils font déjà, et puis ils ont déjà acheté le troisième et le quatrième DVD, tu sais, puis les autres trucs, etc. Et elle, bah, ça marche pas. Donc là, c'est quoi le problème avec moi? Pourquoi est-ce que moi, ça m'harmonise pas? C'est pourquoi est-ce que moi, au contraire, ça commence à me lourder un peu, tu sais, de toujours faire le même truc, tu vois, etc. Et après, tu lui dis, bah non, en fait, t'as raison. Mais en même temps, ne crache pas non plus forcément sur la personne qui t'a enseigné ça. Parce que peut-être que même si en tant que tel, c'est pas vraiment du tai chi, mais n'empêche, c'est la personne qui t'a fait découvrir qu'il y avait une autre manière de se relier avec soi-même. Avant, toi, elle n'avait pas le truc de se prendre le temps, de bouger lentement, de chercher un peu l'harmonie, toi, etc. Donc c'est à travers ça, tu aurais pu y arriver peut-être par la danse ou je sais pas quoi. Mais donc c'était les premiers pas. Et après, au moment où tu te rends compte, ben oui, ben, mais il y avait autre chose. Ben, à toi d'aller chercher autre chose. Et c'est pour ça que, personnellement, je considère dans chaque pratique ou quoi que ce soit, liberté absolue aux étudiants. Donc effectivement, là où ça commence à devenir encore plus problématique, c'est certains profs qui veulent en plus garder les étudiants pour eux. On dit, oui, surtout, il ne faut pas regarder ailleurs, il faut rester avec moi, les autres, c'est du faux travail. Moi, je suis le seul qui vous donne le vrai travail et ce genre de choses. Et tu fais pression quand ils veulent partir. Tu dis, oulala, mais tu vas voir si tu pars, ça sera terrible pour toi, tu vas la santé, tu vas la perdre. Tu sais, des trucs comme ça. Non. Allez, regardez à droite, à gauche, et puis moi, je dirais, je suis même plus content si des gens qui trouvent que quelque part ailleurs c'est mieux, bah allez ailleurs. Parce que j'ai pas envie d'avoir le truc de devoir essayer de vous convaincre pourquoi ça serait bien pour vous de rester chez moi. Non, on travaille. Et donc voilà, c'est pour dire donc il y a ces différents niveaux, tu vois, de travail. Donc parfois on va directement sur les bonnes personnes, parfois on a juste du bol de tomber sur la bonne personne, ça existe aussi. Et puis parfois il y a quand même, n'oubliez jamais notre voix intérieure. Et si on s'écoute un tout petit peu, ben des choses peuvent nous mener, et puis on s'écoute, et puis c'est ça qui va nous mener après à aller plus loin. Ben moi, j'ai fait pendant des années et des années, j'ai fait le karaté. Hein, c'était vraiment mon truc, voilà. Et pourtant, le système, il est bon, hein, en tant que tel. Enfin, en tant que karaté, c'est bon. Et puis j'ai travaillé avec des très, très chouettes lignées, on va dire, dans le karaté. Et à un certain moment, pour moi, c'est pas ça que je cherchais, on va dire, vraiment plus loin. Mais n'empêche, pour aller plus loin, toute la base qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait autre chose, quand je disais dans le karaté, mais ouais, mais comment ça circule? C'est des années et des années de karaté qui m'ont mené à ça. Et qui m'ont dit, tiens, là maintenant, j'aurais envie de voir ça. Une fois que j'ai commencé à aller voir ça, ça m'intéresse encore beaucoup plus. En même temps, même à l'âge de 18 ans, tu m'aurais dit fais du tai chi, je pouvais pas. Non. Non. J'avais besoin aussi de sortir peut-être le côté un peu feu qui était dans moi, etc. Donc pour dire, j'ai passé des... Est-ce que j'ai perdu mon temps, je sais pas,
10 ans, plus de 10 ans, enfin 10 ans de manière très intensive et un peu plus, mais de manière moins intensive après. Est-ce que j'ai perdu toutes ces années, toutes ces probablement milliers d'heures que j'ai fait de karaté? Est-ce que j'ai perdu ça? Parfois je me suis dit, quelle chance si j'avais commencé tout de suite, je sais pas, avec le tai chi ou quelque chose comme ça, t'imagines, et je me dis, mais non, mais c'était les étapes, pour moi, importantes pour pouvoir passer petit à petit après à d'autres choses. Et je crois la question que tu poses, c'est un peu la même chose. Tu serais tombé peut-être avec quelqu'un d'autre, ben voilà. Peut-être que ça aurait été génial, peut-être que ça t'aurait donné jusqu'à un certain moment, et peut-être qu'après tu aurais changé ensuite. Non, c'est juste en fait pour dire quand même que le tai chi, en fait, le traditionnel, bah, pour moi, hein, je pense il m'a quand même donné un renforcement musculaire, un renforcement au niveau de mon corps intérieur que je n'aurais pas eu si j'avais commencé autre chose. Jamais, je ne dis pas que je suis souple à 100%, je ne dis pas que j'ai un corps de rêve, mais n'empêche que j'ai vu mon corps quand même se transformer et je suis devenue quand même un peu plus souple que je ne l'étais avant et que je n'aurais pas réussi à être souple comme ça si j'étais passée par autre chose. La beauté, la beauté, je trouve personnellement, dans les approches genre tai chi, c'est à nouveau, je l'ai déjà cité beaucoup de fois, mais le Tao suit la voie naturelle. C'est le fait de travailler de manière naturelle. Et c'est que donc au départ, pratiquement tout le monde, au moment où tu peux te tenir debout et marcher, tu peux faire le tai chi. Alors qu'il y a plein d'autres activités où c'est quand même parfois plus compliqué comme précondition. Là, non seulement tu peux, mais si tu mets la bonne intention, on va goûter, puis tu sais, comme une bonne tasse de thé, donc c'est bon aussi. Donc même juste sur ces mouvements-là, même tu sais même pas marcher, même tu t'es uniquement assis, tu sais, tu es dans un fauteuil, t'es trop âgé ou quelque chose comme ça. Mais rien que ça, je monte les bras, là j'inspire, j'expire. Rien que ça, déjà je peux goûter et je peux sentir qu'est-ce que c'est bon. Et ça me nourrit. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que donc sur des choses qui sont tellement simples, comme ce mouvement-là, ou juste de marcher, ou quand on prend les valises, juste je monte un tout petit peu, je descends, je monte. C'est des choses extraordinaires et que tout le monde peut faire. Et après, petit à petit, ben, ça devient de plus en plus complexe en termes par rapport au mouvement. Et puis après, les positions, on descend plus bas, et puis etc., etc. Et tout comme ça commence à s'harmoniser, à se renforcer, à s'assouplir. Que parfois, sur le côté compétition, si tu es vraiment compétiteur, tu veux rentrer dans le truc compétition, ben là, par exemple, il faut faire le serpent qui rampe. Tu fais un serpent qui rampe pas comme il faut, tu n'auras jamais les bonnes notes à la compétition. Tu n'as aucune chance de remporter une médaille. Donc tu dois. Et là, parfois, ce qui se passe, c'est qu'on force. Et quand on force, qu'est-ce qui se passe? On se casse les genoux, on se casse les hanches, on se casse les trucs, on se casse les ligaments, on s'abîme le corps. On a fait la même pratique, mais comme on n'était pas dans un cheminement naturel où je pratique, et petit à petit les choses se mettent en place. Puis au départ, on était essoufflé, on faisait une fois la forme de, 24, et après 5 minutes, on est essoufflé. Et là, tout d'un coup, ça fait 3 heures déjà, on pratique non-stop et on n'est pas essoufflé. Mais tout ça, c'est venu naturellement. Et on ne s'est jamais mis l'objectif, il faut que j'arrive maintenant, ceci ou cela. Ou on s'est dit, ok, l'intention et l'attention. L'intention, c'est petit à petit peut-être d'arriver à faire le serpent comme ça. Mais voilà, on y va doucement. Et après, il y a des exercices autour qu'on peut faire, mais on n'est pas dans la performance. Et dès que tu rentres dans la performance, parfois la même pratique, toi, au lieu que ce que ça t'aurait guéri quelque part, en partie, peut-être tu te serais cassé encore plus. Parce que surtout, la manière dont était ton corps à ce moment-là, et pas uniquement par rapport à ton corps, mais par rapport à l'attention que tu avais de ton corps. Tu n'avais pas une très grande conscience de comment était ton corps. Donc là, si quelqu'un avait juste poussé, là, tu aurais pu te faire mal très facilement. Parce que c'est, non, attends, il faut le faire, ça va te faire du bien si tu fais ton serpent, et puis tu fais ton serpent, et puis là, tu te fais mal. Et pour ça, c'est quand j'avais fait l'école des cadres pour le karaté, j'avais fait pour le DIF. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Donc en fait, on faisait pas de karaté, c'était vraiment sur le côté pédagogie, etc., qui nous donnaient les enseignements sur une année. Et une des règles sur lesquelles ils sont vraiment revenus plusieurs fois, et je dis, si j'ai retenu une chose de cette formation-là, c'est ça, et ça, c'est vraiment bien qu'il ait autant mis en avant, c'est que la première règle
pour un professeur, c'est Oui. ne pas nuire. On ne nuit pas à ses étudiants. Et à partir de là, ok, après, on va le faire progresser. Mais on ne nuit pas. Et alors la chose que je trouve interpellante, c'est que là, c'était dans le cadre de la Fédération française de karaté, donc c'est lié au ministère des Jeunesses et des Sports, etc. Donc on est dans le sport. Et c'est quand même ça qui était le message, tu vois, par rapport à la pédagogie de karaté. Dans le yoga aussi, le premier des yamas, c'est ahimsa, non-violence. Donc toute la pratique, la chose de base, c'est non-violence. On ne nuit pas. Et pourtant, quand tu regardes les fédérations de sportifs, combien tu as de sportifs qui sont en bonne santé? Je parle des sportifs de haut niveau. Sans te parler de ceux qui se dopent, qui se machin, etc. Tu as besoin de toute une équipe médicale qui te suit par derrière à cause de toutes les blessures dues à l'entraînement, aux compétitions, aux machins, etc. Et après, quand tu commences à avoir, je sais pas, 25 ans ou peut-être 30 ans ou un truc comme ça, pour les gymnastes, c'est même à 20 ans que tu pars à la retraite, t'as ton corps qui est cassé. Donc tu te dis... Ouais. Ok. Donc s'il n'y a Oui. pas d'autres questions, de toute manière, il y a des choses sur lesquelles on va à nouveau revenir. Parce que donc la prochaine fois, après, il y a la thématique, ça sera sur le goûter. Parce que ce sera la lettre, donc particulièrement par rapport à Pan, donc mon maître que j'ai rencontré à Bruxelles. Donc on va revenir peut-être sur certains éléments. Et puis après, on parlera encore de Bhutan avec maître John. Donc on va revenir sur certaines choses. Et donc je suis désolé, hein, alors pour ceux qui regardent là sur Internet, ou même moi quand je vais regarder, je me dis, oula, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est qu'avec le zoom là qui parfois qui cassait, qui sortait, etc. Alors j'étais en train d'essayer de continuer à parler tout en remettant, tu sais, le son, en essayant de reconnecter, etc. Donc j'avais l'impression qu'il y avait certains moments où c'était un peu difficile de garder en anglais on dit focus, comment on dit Le fil. le fil, voilà, on va dire le fil. Allez, donc à la prochaine. Oui. Et merci à François et merci aussi à toi, bien sûr, bien entendu, pour tout ça. Merci. Avec plaisir.